Le meilleur. Greg est là, la seule véritable personne digne d'assister aux conférences. Non, je rigole, bien sûr. Vous êtes les bienvenus, chers Colo, chers Zertor, bonsoir à vous. Eh bien, écoutez, pendant que vous êtes en train d'éplucher vos patates, préparer votre sac pour demain, répondre au mail de votre patron qui a été visiter l'île d'Epstein, je vous propose de m'écouter pendant que vous accomplissez ces diverses tâches quotidiennes. Donc, en gros, voilà, c'est un peu France Inter, mais du soir. Je sais pas s'il y a je sais même pas comment on dit l'inverse de matinale, mais je sais pas s'il y a des émissions nocturnes spéciales sur France Inter, mais on va dire que je les remplace. C'est un peu les mardis de la philosophie, mais du dimanche. Alors ce soir, chers amis, je vais déjà combler un trou dans le planning, comme je l'ai dit. Je vais surtout recycler, parce que vous savez, moi je suis un grand écolo. Le souci de la planète est le mien. J'aime beaucoup, voilà, comme vous le savez, j'aime beaucoup les véganes, hein, je les côtoie au quotidien, parfois dans des rencontres impromptues. Mais on va éviter de trop déraper, sinon le public YouTube ne va plus du tout savoir de quoi on parle. Voilà, si un jour Maxime, tu nous écoutes depuis ta Hongrie natale, sache qu'on t'envoie balader. Alors, ce soir, on se retrouve donc pour une opération de recyclage, puisqu'il y a déjà très fort longtemps de cela, à l'époque où Gilles, le fameux Gilles William, était encore dans les parages, j'avais fait une conférence que j'avais préparée vite fait, mais que je voulais faire depuis longtemps. Mais malheureusement, bah, j'avais beaucoup de choses à faire cette journée-là. Il pleuvait, j'ai couru à droite à gauche. Je suis allé boire un coup chez Michel, j'ai dû aller au Panthéon, etc. Et du coup, j'ai fait la conférence un peu en urgence. Et comble du drame, nous n'étions que trois ou quatre à peine. Il y avait Gilles, il y avait Yann, donc un public assez moyen, on va pas se mentir. Cette conférence portait sur un personnage qui me fascine, à savoir Julien Laposta. Et je me suis dit, quitte à faire une dernière intervention avant de partir, autant revenir là-dessus. Puisque, entre-temps, alors il n'y a pas non plus eu des nouvelles découvertes exceptionnelles, mais j'ai eu le temps de recogiter la question, de lire d'autres choses entre-temps, et je me suis dit, pourquoi pas revenir là-dessus, proposer une relecture de la figure de Julien Laposta. Alors, comme vous vous en doutez, il va falloir revenir sur quelques éléments historiques, mais je vais essayer de pas trop leur donner d'importance ce soir. J'aimerais vraiment tenter un portrait politique et psychologique de Julien, dit l'Apostat. Mais étant donné que je vais essayer quand même que ce soit compréhensible pour vous, je vais redonner forcément des éléments de contexte historique, de datation, de personnes, de religion forcément, pour que vous puissiez comprendre ce personnage absolument fascinant que Zertor va adorer. Je pense. Alors pourquoi déjà Julien Laposta? Qu'est-ce qui me fascine chez lui? Eh bien parce que, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un empereur romain qui a régné à peine un an et demi, de 361 à 363, et qui, alors que l'Empire romain était en pleine phase de christianisation, depuis Constantin et ses successeurs, a tenté, pendant cette année et demie de règne, un retour au paganisme et une politique agressive envers les chrétiens. Agressive mais non pas persécutrice, on aura l'occasion de le voir. Déjà, la première question qu'on va se poser, c'est la question des sources. Qui a écrit sur Julien Laposta, dans quel contexte et à quel point on peut leur faire confiance? Toujours un regard critique, mais paradoxalement, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments pardon, qui ont été écrits sur Julien, mais le tri est très difficile à faire. Déjà, l'une des sources majeures sur laquelle beaucoup d'historiens se sont appuyés, mais qui est à prendre avec beaucoup de pincettes, c'est l'histoire romaine éditée par Ammien Marcellin, historien païen qui a écrit près de 20 ans après la mort de Julien l'Apostat en 363. Sauf que Ammien Marcellin, bien qu'il soit païen comme Julien, n'a pas vraiment été un proche de Julien, ne l'a pas vraiment connu, et c'est plus une compilation qu'autre chose. Autre source très importante, Libanius d'Antioche, dont je vais reparler. Libanius, qui c'est? C'est l'équivalent d'un professeur d'université,
qui a longtemps été basé à Antioche, mais pas que, puisque l'enseignement était assez itinérant à l'époque. Et il a eu comme élève Julien l'Apostat, et quand Julien est monté sur le trône, eh ben, il a appartenu à la cour de Julien, même s'il ne l'a pas suivi jusqu'à la fin. Donc Libanius, pareil, des années après la mort de Julien, a écrit dans ses discours, dans ses traités, beaucoup de choses en rapport avec la figure de Julien qu'il a personnellement connue. Donc, une source importante. Autre source. Là aussi, vous pourriez vous dire, mais pourquoi? C'est assez étrange, et pourtant les deux personnages sont contemporains, même s'ils ne se sont jamais connus. Et c'est pourtant une source très utile et très précieuse, et très souvent sous-estimée. Éphrem le Syrien, dont je vous ai lu avec beaucoup de poésie et de sensualité quelques hymnes poétiques. Éphrem le Syrien, l'auteur syriaque le plus connu de l'histoire, le plus grand poète de langue syriaque à sans doute avoir jamais existé, qui est natif de la ville de Nizib, donc en Mésopotamie, qui a écrit énormément d'hymnes poétiques en syriaque, de commentaires bibliques, et dans ces hymnes, si vous vous rappelez, il y avait les hymnes contre les hérésies, dans lesquels il réfute les manichéens et les marcionites, et il a aussi écrit des hymnes contre Julien l'Apostat, dont il est un contemporain, puisque Éphrem, lui, meurt en 373, 10 ans après la mort de Julien. Et Julien l'Apostat meurt en Perse mésopotamienne, au cours d'une campagne. Suite à l'échec et à la mort de Julien lors de cette campagne militaire, les Perses reprennent la ville de Nizib, qui appartenait aux Romains, ville dans laquelle on trouvait Éphrem, qui a dû quitter, avec beaucoup de regrets, sa ville natale à cause de l'échec de Julien l'Apostat. Donc, c'est quelqu'un qui a pu entendre par oui-dire beaucoup d'informations sur la vie et surtout sur la mort de Julien l'Apostat. Donc, Éphrem n'est pas du tout une source à négliger. Alors, je ne vais pas toutes les évoquer, mais il y a encore deux autres sources que j'aimerais aborder, dont une qui est celle de Sosomène, historien et un auteur, un rhéteur chrétien du 5e siècle de notre ère, enfin de notre ère, oui, totalement, qui a écrit pareil une histoire ecclésiastique, un peu dans le même style que celle de Césarée, et il a compilé plusieurs sources pour justement composer cette histoire ecclésiastique. Alors on pourrait se dire, oui, Hérode, mais il écrit plus de presque 200 ans après la mort, après la mort de Julien. Oui, mais tout comme un autre auteur de l'époque, un autre auteur chrétien, Socrate de Constantinople, ou Socrate le scolastique, mais je l'appelais Socrate le Constantinople, les deux sont à peu près contemporains, 5e siècle, eh bien ces deux compilateurs chrétiens du 5e siècle, ils utilisent une, comment dire, un abrégé du règne de Julien qui a été perdu, qui a été écrit par un païen du nom d'Eunape de Sardes, qui était un rhéteur et philosophe, qui est une source qui est perdue. Mais on sait que Ammien Marcellin et ses deux auteurs chrétiens postérieurs ont puisé chez Eunape de Sardes, qui lui avait sans doute une vision très différente des choses, mais qui était un contemporain de Julien l'Apostat. Donc c'est déjà pas mal. Autre source, on a les œuvres de Julien elles-mêmes. Alors on n'a pas tout, mais il y a déjà de quoi faire. On a le Misopogone, qui est un traité contre les habitants d'Antioche, j'y reviendrai, je vous rassure. On a quelques lettres, quelques épîtres qu'il a adressées à des gouverneurs et à des villes, notamment l'épître à Athènes et aux Athéniens. On a beaucoup d'épîtres qu'il a adressées à d'autres villes qui ont été perdues malheureusement. Et on a son traité sur les Césars, qui est une réflexion et en même temps une satire dans laquelle il fait parler les grands empereurs romains. Et ça lui permet en fait de juger quel empereur était un grand empereur par rapport à d'autres. C'est notamment dans ce traité qu'il se moque de Constantin. Et c'est aussi dans ce traité qu'on peut comprendre comment lui-même se percevait et comment il percevait les chrétiens. Et on a aussi une œuvre qui, contrairement à ce que certains pourraient penser, ne nous est pas vraiment parvenue, à savoir son fameux traité contre les Galiléens, qui est un peu son œuvre dans laquelle il s'en prend au christianisme, mais, fait intéressant, j'y reviendrai, Julien a été élevé en tant que chrétien, donc il s'en prend aux chrétiens, mais en ayant reçu lui-même une éducation chrétienne. Donc c'est pas une attaque bête et méchante, c'est une attaque de philosophes païens très éduqués, très pointilleux, qui résonnent vraiment voilà, avec beaucoup d'arguments d'exégèse et des arguments raisonnables. Vous m'avez compris. Malheureusement, on n'a pas, cette œuvre-là ne nous est pas parvenue. On en a des extraits dans des réfutations postérieures, notamment celle de Cyril de Jérusalem au 5e siècle. Donc quand on vous dit oui, j'ai lu le Contre les Galiléens de Julien,
c'est pas vraiment le vrai texte en fait, ce sont uniquement quelques extraits disséminés dans des œuvres d'auteurs qui ont réfuté Julien. Mais on n'a pas l'intégralité du traité de Julien. Et surtout, on n'a pas de copie transmise par Julien en fait. Directement, on n'a pas de filiation manuscrite qui remonte à Julien, malheureusement. Donc c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal quand même pour essayer comment dire, d'appréhender la vie et l'œuvre de Julien. Alors je vous l'ai dit, j'ai pas trop envie de refaire un historique de la vie de Julien, mais je vais quand même être obligé de le faire pour que vous compreniez quels étaient les enjeux de sa politique et de son règne. Comme vous le savez, bon, Julien, il a été traité d'apostat a posteriori. De son vivant, on ne l'a jamais appelé apostat. Et c'est une fois mort que les auteurs chrétiens, les pères de l'Église qui lui ont succédé, l'ont traité d'apostat. On aura l'occasion de voir que ce titre d'apostat, il est peut-être un peu exagéré, voire en tout cas qu'il n'est pas mérité quand on connaît bien le caractère de Julien. Julien déjà, d'où vient-il? Quelle est sa famille? Puisque là vous vous dites, oui c'est très bien, mais comment il a réussi à venir sur le trône alors qu'il a été apostat? Eh bien Julien est de la même famille que Constantin et que ses fils qui sont ses successeurs. En fait, on va refaire un peu de généalogie. Le père de Constantin, vous le savez, c'est Constance Chlore. Alors Chlore, c'est un pseudo, ça veut dire le blanc, hein, en latin, enfin en grec, pardon. C'est un pseudo qui lui a été attribué par des auteurs chrétiens ultérieurs. Mais je vais quand même l'appeler Constance Chlore par commodité. Constance Chlore qui appartenait à la tétrarchie mise en place par Dioclétien. Et donc il avait un rôle de César, puis plus tard un rôle d'Auguste. Donc il avait un rôle majeur dans le fonctionnement de l'Empire romain de l'époque. Constance Chlore a eu Constantin avec Hélène, qui était une servante en Dalmatie, donc dans l'actuelle Serbie. Et donc c'était une femme de petit lignage. C'était littéralement une servante de taverne, hein, littéralement. Il n'y a pas de haine particulière contre Constantin, c'est littéralement les sources qui le disent, hein. Même les sources chrétiennes qui ont envie de le cacher, voilà, sa mère était une tavernière. Mais après cet enfant-là, qui donc n'était pas légitime, il était marié en concubinage avec Hélène, Constance Chlore a été mariée à la belle-fille de Maximien, donc un autre membre de la tétrarchie, et donc c'était un mariage diplomatique dynastique. Et il a un peu dû répudier Hélène et la mettre de côté, même s'il a gardé Constantin à ses côtés en tant que son successeur légitime. Et avec cette autre femme, Constance Chlore a eu plusieurs enfants, dont un certain Julius Constantius. Ce Julius Constantius est le père de Julien l'Apostat et de son frère Gallus. Donc il faut comprendre que la généalogie de Julien l'Apostat le rattache directement au père de Constantin et donc au fondement de la dynastie constantinienne. C'est donc littéralement un demi-frère, enfin le Julius Constantius, donc le père de Julien l'Apostat, est un demi-frère de Constantin. Et cette lignée parallèle, elle a vécu sa vie. Alors là, je vais m'attarder sur Julien l'Apostat, mais il a eu des frères et sœurs. Et donc, cette lignée parallèle, elle a vécu sa vie tranquillement. Constantin, au cours de son règne, il a accordé plusieurs postes intéressants à ses neveux et à ses demi-frères, demi-sœurs, notamment en leur donnant des postes de gouverneur d'Arménie et de Dalmatie. Donc, sans forcément les rejeter, il les a intégrés dans sa lignée. Il a quand même mis en avant le fait que ses fils allaient lui succéder, mais il n'a pas rejeté cette branche parallèle de sa famille. Au contraire, il a essayé de l'intégrer petit à petit dans le système gouvernemental romain, mais sans leur donner trop d'importance non plus. Cependant, tout va changer à la mort de Constantin en 337. À sa mort, ses trois fils vont un peu se partager l'empire, mais à la fin, le seul qui va, on va dire, perdurer, ce sera Constance II, parce que son frère plus jeune et son frère aîné vont tous les deux mourir pour des raisons différentes, mais c'est Constance II qui va garder le pouvoir à la fin. Cependant, à la mort même de Constantin en 337, les trois frères qui vont se partager l'empire décident de mettre à mort, de massacrer l'immense majorité de cette branche parallèle de la dynastie constantinienne. Et donc le père de Julien va être mis à mort, tous ses cousins et ses demi-frères vont aussi être mis à mort. La seule raison qui peut expliquer pourquoi Julien et son frère Gallus vont être épargnés, c'est leur très jeune âge. Et donc Constance II, qui va finir très tôt par prendre le pouvoir et l'ascendant sur ses deux frères, va épargner les deux, parce qu'ils sont très très jeunes,
mais il va les cloîtrer, c'est-à-dire qu'il va pas les laisser évoluer auprès de sa cour, il va vraiment les enfermer dans une espèce d'exil doré, loin de l'Empire, loin du pouvoir. Donc au début, Julien et son frère Gallus, mais surtout Julien, vont être sous la garde de l'évêque Eusèbe de Nicomédie, qui est l'évêque arien qui a baptisé Constantin sur son lit de mort. C'est un peu lui qui va chapeauter, comment dire, l'éducation et comment dire, la vie quotidienne des deux jeunes héritiers. Et très tôt, un précepteur particulier va être attribué à Julien et à son frère, mais surtout à Julien. Ardonius. Ardonius, qui c'est? C'est tout simplement un goth de naissance, mais c'est aussi, donc on pense que c'est un chrétien, on n'a pas vraiment de sources qui permettent de préciser, mais étant donné que tout l'Empire était déjà en phase de christianisation, on pense que Mardonius était chrétien, Julien et son frère ont eu une éducation chrétienne, mais Mardonius, Julien va s'en rappeler jusqu'à sa mort parce que c'est lui qui va lui apprendre les belles lettres antiques, c'est lui qui va le familiariser avec la culture païenne de l'Antiquité, c'est lui qu'en fait qui va lui apprendre Homère et Hésiode, qui va lui permettre de, comment dire, de poser les bases de son éducation classique de comment dire, de penseur, alors païen, oui et non. Il va lui donner une base de culture païenne, et vous verrez que pour Julien, cette base de culture païenne va avoir une très grande importance plus tard. Donc Mardonius, très important dans la vie de Julien, c'est un peu le professeur, le maître des écoles qui va initier la flamme intellectuelle. Il ne va jamais quitter Julien tout au long de sa vie. Donc voilà. Il vit dans les environs de Nicomédie, donc en Asie mineure, pas loin de la ville de Nicomédie, hein. Et au fur et à mesure de sa vie, vous savez, la vie politique de l'Empire romain va suivre son cours. Les frères de Constance II vont mourir. Petit à petit, Constance II va prendre le contrôle de tout l'Empire romain. Et en 341, Constance II assigne Julien et Gallus à Macellum, en Cappadoce. Donc on est toujours en Asie mineure, dans les montagnes de Cappadoce. Et c'est l'évêque de Césarée, alors attention, Césarée de Cappadoce et non pas Césarée de Palestine, parce qu'il y a deux villes qui s'appellent Césarée. C'est donc l'évêque de Césarée, Georges de Cappadoce, qui va, comment dire, continuer l'enseignement auprès de Julien, qui va surtout donner accès à Julien à toute sa bibliothèque privée. Et donc, Julien va pouvoir parfaire sa soif d'éducation parce que très jeune, on va dire que c'est un bibliophile compulsif névrotique. Il veut toujours apprendre plus, il veut manger des bibliothèques. Et en même temps, on peut le comprendre parce il n'a pas vraiment connu d'autre chose au cours de son existence, à part l'exil et les livres. Donc, il a fini par prendre goût à tout ça. Puis c'est un peu là, il est un peu né dans les livres, hein. Je rappelle que on n'est pas vraiment sûr de sa date de naissance, mais quand son père est assassiné, il a moins de 5 ans en fait. Donc, il est vraiment très très jeune. Voilà. Donc, il continue en fait à manger des livres, tout se passe bien. Il continue en fait cet exil doré, cet exil intellectuel jusqu'en 347. En 347, Constance II commence un peu à lui donner une plus grande liberté de mouvement, puisque Julien commence à avoir, il se rapproche de ses 15 ans, donc il devient, comment dire, majeur, hein, enfin, il commence à entrer dans l'âge adulte, et donc il est libre d'aller et venir à Constantinople et à Nicomédie. Et c'est là où il va commencer un peu ses itinérances intellectuelles. C'est pour ça que je trouve le personnage fascinant, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui recherche la connaissance, mais qui n'est pas dans des logiques de, on va dire, d'énarque aux fonctionnaires, c'est vraiment la connaissance pour la connaissance. Il fait la rencontre à Pergame d'Oribase, qui est un médecin incroyable, puisque c'est un des grands médecins de l'Antiquité tardive. Donc Oribase a été formé à la médecine de Galien, et en fait c'est par les traités de médecine d'Oribase que toute la médecine de l'Antiquité tardive va survivre. Donc ça n'est pas n'importe qui. Et Julien le rencontre et ça devient un de ses amis. Ils échangent très souvent sur des questions religieuses notamment, puisque comme vous le savez, à l'époque, contrairement à la névrose rationaliste immonde actuelle, bah, le savoir est recherché par tous, donc le savoir, comment dire, peut être partagé par tous, quelles que soient les professions, parce qu'il y a une unité de la connaissance, il n'y a pas un enfermement clos et névrosé de champs de discipline, ça n'existe pas à l'époque, et donc Julien, qui est un grand philosophe, un néoplatonicien, bah, il peut discuter avec un médecin et ils peuvent avoir plein de sujets de conversation et il n'y a pas, comment dire, ce côté,
on va dire, carriériste, névrosé, rationaliste qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y a la connaissance et il y a les hommes qui cherchent à la maîtriser. Point barre. En plus d'Oribase, Julien fait la connaissance de 2 hommes qui vont vraiment, changer sa vie également. Alors, il les rencontre à la fois à Athènes et en Asie mineure, puisqu'à l'époque, bah, il y a des réseaux de connaissances, donc je rencontre un disciple qui est le maître de machin, et indirectement, il me parle de son maître, il me fait lire tel livre. Enfin, voilà, c'est un peu des réseaux à l'époque. Comment dire, les cénacles, qui seraient l'équivalent de cercles d'enseignement supérieur aujourd'hui, c'est vraiment des petits cénacles à l'époque. Il fait la rencontre de Maxime d'Éphèse et de Priscus, qui sont aussi 2 personnages très intéressants, qui sont 2 néoplatoniciens, des élèves de Jamblique, puisque Maxime d'Éphèse a été un disciple de Jamblique, le vrai Jamblique, hein, le Jamblique historique. Et les 2 sont assez proches de Julien pour plusieurs raisons. Déjà, les 2 sont intéressés par le néoplatonisme, comme Julien. C'est un peu eux qui vont l'initier au néoplatonisme. Et surtout, Julien, comme Maxime d'Éphèse, il a une vision très mystique, très théurgique du néoplatonisme. Puisque à l'époque, le néoplatonisme, c'est pas une école de pensée unifiée comme on pourrait le croire aujourd'hui. C'est vraiment plein de petites écoles et de tendances au sein du néoplatonisme. Et ça, on en a des échos dans les lettres de Julien, où on voit, et aussi dans les textes de Libanios, qui connaissait très bien le milieu puisqu'il était professeur et rhéteur, on voit que dans le néoplatonisme, il y avait un peu 2 tendances, entre d'un côté une tendance qu'on pourrait appeler rationaliste, donc vraiment la maïeutique pure, et une autre qui est beaucoup plus portée sur les rituels, la mystique et in fine la théurgie. Alors la théurgie, ce sont littéralement des rituels, ça peut passer par des formes de divination, d'aruspicile, mais c'est l'idée, comment dire, de joindre, comment dire, des, en fait, c'est vraiment l'idée de faire intervenir littéralement comment dire, je cherche mes mots parce qu'il y a une définition claire, mais j'ai la mienne aussi, j'aimerais bien vous la partager, mais c'est en gros l'idée de faire intervenir des esprits ou des pouvoirs surnaturels dans le réel. Donc c'est quand même l'idée d'obtenir un point de jonction entre le monde des idées, slash le monde des anges, des démons, et notre monde. Donc c'est quand même l'idée que par le rituel, on arrive à toucher à l'autre monde. Et Maxime d'Éphèse et Priscus, en digne disciple de Jamblique, qui était très attaché à la théurgie, qui a littéralement en fait inventé cette manière de penser le néoplatonisme différemment, eh bien Maxime d'Éphèse et Priscus perpétuent cet enseignement, notamment avec des textes qui ont beaucoup influencé Jamblique et que eux aussi continuent de perpétuer, les oracles chaldéiques, qui sont en fait une compilation d'écrits païens qui tirent des influences, qui ont des influences de l'astrologie mésopotamienne. Mais donc voilà, en fait, on est dans du paganisme qui est déjà intellectualisé, mais qui ne coupe pas avec les rituels. À l'inverse, d'autres branches néoplatoniciennes qui déjà sont dans un rationalisme qui est beaucoup plus en retrait par rapport à tout ce qui est rituel et encore plus à ce qui est la théurgie, parce que dans la théurgie, ça suppose qu'on croit dans les démons, dans les esprits. Il y a plus ou moins la différence, puisque, en fait, cette idée de théurgie et de faire intervenir, de faire une jonction entre le monde des hommes et le monde des esprits, c'est un concept qui sera repris par des néoplatoniciens chrétiens pour expliquer les rituels chrétiens, notamment l'Eucharistie. Eh bien, en fait, il faudrait faire la machine arrière intellectuelle pour comprendre la théurgie des néoplatoniciens païens. C'est la même idée, mais dans le paganisme. Donc voilà. J'espère que c'est pas trop, que je m'éparpille pas trop, que vous n'êtes pas trop perdu, mais ça me semble important de rappeler ces éléments un peu d'histoire intellectuelle qui sont fascinants. Donc voilà, j'ai pas le temps de rappeler tout ce qu'est le néoplatonisme, mais je pense que de toute façon c'était dédié à Zertor ce soir, donc lui comprendra. Est-ce que ça va sur ces questions un peu d'évolution intellectuelle, de divagation mais c'est très important, puisque Julien, ça va vraiment marquer un tournant dans sa vie, parce que vous avez compris que avant qu'il entame un peu cette tournée intellectuelle avec Oribase, Libanios, Maxime d'Éphèse, en fait, on va dire qu'il profite de tous les grands esprits de son temps, il était juste un homme formé aux lettres classiques, comme tout bon rhéteur de son époque, tout bon notable,
qui avait quand même une passion assez forte pour tout ce qui était livre, qui était très bibliophile, donc vraiment un rat de bibliothèque, hein, parce que je rappelle qu'il était enfermé dans son exil doré, qu'il n'avait pas le droit à beaucoup de choses à part les livres. C'était pas non plus, il n'avait pas des fontaines de vin et des serviteurs. Il était en surveillance, en résidence surveillée par Constance II. La seule chose où Constance II était assez tranquille avec lui, c'est l'idée, oui, allez, je t'abreuve de livres, mais c'est tout. Et donc, quand on lui donne une liberté de mouvement, il va continuer sa quête intellectuelle. Et avant ça, il était avide de connaissances, mais c'est vraiment ses rencontres avec Libanius, Oribase et surtout Maxime d'Éphèse qui vont en faire un néoplatonicien convaincu. Donc Julien est néoplatonicien de tendance jamblichienne et donc théurgique, à l'inverse de d'autres branches du néoplatonisme qui sont plus rationalistes. Ça, c'est dit. Autre point, donc là-dessus, je vais aussi y revenir assez brièvement. Mais à partir de 351, son frère Gallus, qui était assez différent de Julien, lui qui était un chrétien convaincu, eh bien Constance II va le nommer César, donc entre guillemets dirigeant en second. Et Gallus va avoir pour mission à la fois de repousser les invasions germaniques sur le Rhin, mais surtout d'affronter les Perses à Antioche, enfin dans la région autour d'Antioche, mais donc de stationner à Antioche et plus tard d'aller affronter les Perses. Et donc Gallus, pendant 4 ans, de 351 à 355, va être second de Constance II, puisque Constance II avait besoin de quelqu'un pour le seconder parce qu'il voyait qu'il y avait l'empire était beaucoup trop grand à diriger, comme à l'époque de la tétrarchie, et donc il choisit Gallus, le grand frère de Julien, pour le seconder dans les affaires de l'empire. Pendant 4 ans, Gallus, tant bien que mal, va comment dire, euh, se donner pour mission de mener au mieux ses tâches. Il va avoir beaucoup de problèmes sur le Rhin contre les Perses et surtout il va y avoir beaucoup de révoltes internes et Gallus va finir par être mis à mort par Constance II. Donc c'est un peu un retournement de situation. Julien est encore moins rassuré parce que pendant tout ce temps, pendant ces 4 ans comment dire, de règne de César, Julien, lui, de son côté, il continue un peu ses itinérances intellectuelles. Il a quelques accointances à la cour, notamment auprès d'Eudoxie, qui est la femme de Constance II. Et elle apprécie un peu Julien, elle commence à se dire, ok, c'est un intellectuel, mais pas que. Il a sans doute des capacités de gestion insoupçonnées, ce qui est vrai, et il a quelques accointances, mais il ne cherche pas à être nommé à la cour. En fait, Julien l'Apostat, enfin Julien, je vais l'appeler Julien, il a vraiment peur, parce qu'il sait très bien que Constance, c'est lui qui a fait assassiner toute sa famille quand il était gamin, donc il a pas vraiment envie, il a un peu envie de passer sous les radars. Il n'est pas du tout rassuré par rapport à Constance II, il ne cherche pas du tout à, en fait, à, comment dire, à gravir les échelons du pouvoir, et au contraire, il essaie de s'en tenir éloigné. Et quand son frère est assassiné en 354, eh bien Julien, il est encore plus terrifié que d'habitude. Il est tellement terrifié que il hésite vraiment comment dire, à partir en exil. On a vraiment du mal à reconstituer ses pensées, mais on devine qu'il est terrifié, sachant que Constance II a déjà exterminé sa famille. Il est très loin d'être rassuré. Cependant, Eudoxie, la femme de Constance II, va vraiment faire pression auprès de son mari pour nommer Julien en tant que nouveau César. Et donc, 1 an après la mort de son frère, enfin en novembre 355, Julien va à la cour de Milan et il est nommé officiellement César par Constance II. Il en fait donc son dirigeant en second et il lui donne exactement les mêmes missions que son frère, avec pour priorité de lutter contre les raids germaniques sur le Rhin. Ce qui est vraiment quelque chose de récurrent dans l'Empire romain tardif, c'est lutter contre les invasions germaniques sur les rives du Rhin. Juste avant ça, et je l'aborderai juste après, je l'aborderai juste après. Donc, qu'est-ce qui se passe? Julien, il arrive avec 360 soldats jusqu'en Gaule. Là, il rencontre les troupes qui étaient déjà stationnées sur place et très très vite, il va remporter beaucoup de victoires que je ne vais pas détailler. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, avec ses campagnes en Gaule, Julien prouve qu'il n'est pas juste un intellectuel un peu éclairé, un mystique néoplatonicien, c'est aussi quelqu'un qui sait se faire apprécier de l'armée, qui est un bon stratège et qui, en fait, on le repère très très vite, se pense comme les héros de son enfance. En fait, Julien, c'est pour ça que c'est un personnage fascinant, c'est quelqu'un de très lyrique, c'est quelqu'un de très littéraire,
C'est un peu un Don Quichotte avant l'heure. Julien, quand il combat en fait les Germains, il se dit pas oui, je vais comment dire, même s'il a un sens politique, mais il se dit pas oui, je vais placer mes pions, je suis machiavélique. Il s'imagine en nouvel Alexandre. En fait, ses mythes, ses héros, les héros de son enfance, c'est Alexandre le Grand, c'est Marc Aurèle, et il cherche à perpétuer l'héritage de ces grands hommes. Mais avant d'y venir, je vais quand même dire quelques mots de ses campagnes sur le Rhin. Alors en fait, quand il arrive en Gaule, l'échec majeur qu'ont subi ses prédécesseurs, c'est le fait que Cologne ait été repris par les Germains. Donc très très vite, il va mener des combats à Cologne, il va reprendre Cologne assez vite, en moins d'un an. Elle va être reprise juste après, mais il va aussi la reprendre. Il va battre une coalition d'Alamans et de Francs près de Strasbourg en 356, donc très très tôt après sa prise de fonction. Et surtout, il va se familiariser avec toutes les armées des Gaules, qui commencent à le connaître par cœur et qui l'apprécient énormément. Il va se familiariser avec la Gaule en tant que telle. Et surtout, il va se familiariser avec Lutèce, à Paris, où il va séjourner et hiverner à de nombreuses reprises. Donc il est vraiment assez lié à la ville de Paris, mine de rien. C'est là qu'il va y passer l'hiver en 357. Je passe les détails, il mène d'autres campagnes en Gaule et sur le Rhin parce que ben, les Francs, déjà à l'époque, commencent à être assez agressifs et assez embêtants, donc les Francs et les Alamans. Il mène plusieurs campagnes, il prend des otages, il cherche aussi à éradiquer les campements francs de l'autre côté du Rhin pour être sûr qu'il n'y ait pas d'autres attaques. Donc il y a aussi un peu une stratégie d'éradication sur le long terme pour être sûr que ça se passe bien. Et en fait, Julien répare beaucoup d'erreurs de ses prédécesseurs sur la rive gauche du Rhin. C'est vraiment à mettre à son crédit à ce niveau-là. Ce qui va se passer cependant, c'est que face au succès militaire de Julien, que j'ai un peu passé de vitesse parce que c'est pas ce qui m'intéresse le plus chez lui, eh bien Constance II de son côté va être un peu irrité. Et il va demander à ce qu'une grande partie des troupes qui sont stationnées en Gaule soient rapatriées en Orient, puisque Constance II à cette époque-là est retournée en Asie mineure à Nicomédie. Eh bien, il va demander que les troupes soient rapatriées pour une future campagne contre les Perses, encore une. Et face à ça, beaucoup de troupes, notamment les Pétulantes et les Francs, qui certains ont été désignés comme auxiliaires dans l'armée de Julien, eh bien beaucoup de ces troupes fidèles stationnées en Gaule vont un peu être réticentes à être rapatriées à l'autre bout de l'Empire, et surtout elles sont devenues attachées à Julien, et il va y avoir ce qu'on va appeler l'acclamation de Paris, qui est très difficile à reconstituer. Puisqu'en fait, Julien va être acclamé Auguste par ses troupes. Jusqu'à présent, il était César, c'est-à-dire dirigeant en second de l'Empire. Là, ses troupes l'acclament Auguste, donc l'équivalent de Constance II, ce qui équivaut à une déclaration de guerre civile face à Constance II. C'est très difficile de savoir si ce sont les troupes qui spontanément l'ont acclamé ou si Julien s'est lui-même fait proclamer par ses troupes et qu'il a un peu, comment dire, manigancé tout ça. Ce qui est le plus plausible, c'est que il n'ait pas été totalement pris au dépourvu et qu'il n'ait pas été surpris d'être acclamé Auguste par ses troupes. Il n'a pas fait la vierge effarouchée. On se doute qu'il savait que ça allait arriver ou alors qu'il a poussé ses troupes à l'acclamer. Dans tous les cas, on en arrive à la même situation. Il y a un statu quo qui se met en place avec une guerre civile qui, même si dans les faits elle n'éclate pas, d'un point de vue institutionnel, elle est déclarée. Puisque là, en fait, Julien se pose en rival de Constance II. En rival, mais pas en rival anti-chrétien. Pas encore. Puisque on sait qu'à l'époque où il se proclame Auguste à Paris, il envoie plusieurs lettres, des épîtres. Je rappelle que épître en grec, ça veut juste dire lettre, hein, donc c'est la même chose. Eh bien, il envoie plusieurs lettres à des grandes villes de l'Empire. Malheureusement, beaucoup ont été perdus, sauf la lettre à Athènes et aux Athéniens. En fait, ce sont un peu des lettres programmatiques, dans lesquelles il leur dit, oui, je me proclame Auguste, mais je vous rassure, je ne vais pas déclencher la guerre civile dans l'Empire, je cherche à préserver l'Empire, je suis un homme d'État responsable, sérieux, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas propager l'anarchie. Eh bien, dans cette lettre aux Athéniens, il n'y a encore aucune trace de déclaration d'hostilité vis-à-vis du christianisme. Julien reste un homme politique assez, je vais pas dire machiavélique, mais raisonnable, mitterrandien avant l'heure, si on veut, mais en tout cas réaliste. Il sait très bien que beaucoup de christianisme, certes, même si encore beaucoup de gens sont païens, de culture païenne ou des pratiquants, il sait que le christianisme
est attaché à l'État maintenant, donc il n'a pas envie de se dire oui, je vais mettre les chrétiens à dos et ce serait trop risqué. En tout cas, pas maintenant. Qu'est-ce qui va se passer? Suite à cela, Constance II délègue des troupes pour aller à Aquilée en Italie pour bloquer Julien. Ce qui va se passer, c'est que Julien, lui, va se rapprocher petit à petit de l'Italie. Mais entre-temps, Constance II, lui, va mourir en 361. Mourir de mort, enfin sans que la guerre ait été déclenchée. Il va vraiment mourir de mort naturelle. Et donc, la guerre n'aura pas eu lieu. Constance II s'est éteint naturellement. Julien peut, sans aucun problème, récupérer et se proclamer lui-même empereur et rassembler tout l'Empire, en fait, puisque même les troupes qui étaient stationnées à Aquilée et qui devaient l'attaquer finissent par se rallier à lui quand elles apprennent la mort de Constance II. Et donc Julien devient empereur romain en 361, et c'est le début d'un règne, comment dire, un peu un règne de météore, puisqu'il ne va régner qu'un an et demi à peine. C'est un règne tellement incroyable et c'est un personnage assez, assez unique. C'est quand même une énigme incroyable. Là, je vous en parle, mais je prétends pas tout connaître de Julien parce que énormément de sources nous échappent. Et du peu qu'on arrive à retracer du personnage, c'est psychologiquement et intellectuellement peut-être l'une des figures les plus fascinantes de toute l'Antiquité tardive. Je veux dire, Augustin et Jérôme sont des personnages incroyables et fascinants, mais on les connaît par cœur. On a quasiment toutes leurs œuvres, on les connaît très bien. Julien, on a beaucoup de choses, mais on a aussi beaucoup de choses qui nous échappent. Et avec le peu qu'on a, on peut fantasmer encore beaucoup de choses. Et là, je vais essayer un peu de vous le faire comprendre. J'espère que vous êtes préparés, que vous êtes invaginés pour la suite. Là, je pense que Zertor, il se dit, mais Julien, en fait, c'est moi 1500 ans auparavant, en fait. Alors maintenant, on va en venir à d'autres points. J'ai quasiment rien écrit pour la conférence. Là, je fais tout de tête quasiment, mais c'est pour que ce soit encore plus vivant. Comme je vous l'ai dit, je prétends pas parler trop longtemps ce soir. On va en venir maintenant à son règne, qui a été très très court, mais qui a été très très riche en mesures et surtout en plan politique. Même s'il n'a régné qu'un an et demi, on peut reconstituer a posteriori quelle était la vision de Julien pour l'Empire romain. Déjà, eh bien, il va très tôt commencer à, comment dire, montrer qu'il n'est pas vraiment, qu'il compte pas vraiment perpétuer l'héritage chrétien de sa famille, mais c'était déjà un secret de Polichinelle. C'est-à-dire qu'en fait, avant qu'il accède à l'Empire, on sait très bien que des gens qui étaient proches de lui, comme Maxime d'Éphèse, donc son ami philosophe néoplatonicien, comme Libanios, comme Oribas, donc en fait un peu son cénacle d'intellectuels païens, on sait déjà que Julien était païen en fait. Il le savait déjà, il savait très bien que Julien assistait à des rituels, parce que quand je vous dis qu'il est païen, c'est pas juste une croyance intellectuelle, je vous l'ai dit, il est d'obédience néoplatonicienne théurgique, donc il fait de la théurgie, donc des sacrifices. Alors, des sacrifices une fois que qu'il aura accédé au pouvoir, mais déjà, il a été initié au mystère d'Éleusis à Éphèse, donc il a été initié à des mystères païens, à des cultes initiatiques, à des sacrifices un peu secrets et à des rituels secrets, notamment la théurgie. Donc, il le faisait déjà avant. C'est juste que c'était secret parce que c'était un descendant de la famille de Constantin, potentiellement un futur César, voire un futur empereur, donc il ne pouvait pas vraiment afficher son paganisme. Une fois qu'il accède à l'Empire, petit à petit, il commence un peu à le montrer. Il nomme quelques païens en tant que gouverneurs de grandes cités, notamment en Égypte et aussi en Asie mineure. Donc il commence petit à petit à placer des païens à des postes stratégiques et il s'entoure officiellement de païens. Et très très tôt, en fait, il va adopter une stratégie contre le christianisme qui va, comment dire, porter des fruits inattendus. Puisque, je le rappelle, on a une époque où la christianisation est déjà entamée. Mais on n'est pas encore à un stade de non-retour, comme ce sera le cas avec Théodose, où on ordonne la destruction et la fermeture des temples. À l'époque de Julien, il y a encore plein de temples en activité qui fonctionnent. Constance II, une fois comment dire, que son âme a quitté ce monde, il a été divinisé comme plein d'empereurs romains avant lui, bien qu'il ait été chrétien. Donc on est encore à une époque où les choses sont possibles.
Et donc, pour lutter contre le christianisme, Julien a beaucoup d'idées. Déjà, il va lutter, comment dire, il va plutôt jouer des divergences théologiques entre différents chrétiens. Je vais donner un exemple. Constance II, son prédécesseur, était un empereur romain chrétien arien. Et donc il a beaucoup, au cours de son règne, lutté contre l'épiscopat orthodoxe nicéen, notamment en exilant à de nombreuses reprises le célèbre évêque Athanase d'Alexandrie, qui était un évêque ultra-nicéen jusqu'au boutiste. Et en tant que arien, Constance II a été très très dure envers Athanase, et lorsque Julien accède à l'Empire, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle Athanase d'exil et il l'autorise à revenir à Alexandrie, mais il ne lui donne pas son titre d'évêque. C'est-à-dire, il lui dit, je laisse l'évêque arien à Alexandrie, mais je t'autorise à rentrer d'exil. Pour être sûr de semer le plus de discorde entre la branche nicéenne et la branche arienne du christianisme, pour être sûr que, ce faisant, le christianisme s'affaiblisse de lui-même de par ses luttes internes. Donc ça, c'est un des exemples très malins de lutte contre le christianisme mis en place par Julien l'Apostat. Et aussi, dans son célèbre édit, dans l'un de ses célèbres édits sur, on va dire, les libertés religieuses, on voit très bien que la politique de Julien contre le christianisme n'est pas une politique de persécution. En tout cas, pas au début. Notamment dans ses lettres qu'il envoie aux gouverneurs, on voit qu'il leur dit il ne faut pas tuer, ne pas persécuter les chrétiens, mais plutôt par la raison, et surtout en enlevant les privilèges que Constantin avait donnés aux chrétiens et à leur église, ce faisant, on va les ramener au paganisme, et donc sous-entendu les ramener à la vérité. Donc c'est plutôt l'idée d'arrêter de subventionner le christianisme et de le favoriser, comme l'avaient fait ses prédécesseurs, qu'on va l'affaiblir et in fine le faire disparaître. C'est vraiment la stratégie qui est mise en place par Julien. Et donc vous comprenez que c'est pas une stratégie qui ressemble à celle que Théodose a appliquée contre le paganisme. C'est pas une politique agressive. Julien n'a pas ordonné qu'on détruise toutes les églises et qu'on lapide les prêtres en place publique. Par contre, il s'est dit, on va arrêter de le subventionner et surtout, il a lui-même pris conscience de pourquoi le christianisme avait gagné du terrain dans l'Empire romain. C'est pas uniquement pour des questions théologiques. Pour Julien, le christianisme est faux, là-dessus il n'y a aucun doute, mais il a pu gagner pour des raisons sociologiques et même sociales. Je vais prendre un exemple. Dans une de ses lettres qu'il envoie à un de ses gouverneurs, Julien leur dit, en fait, les chrétiens ont gagné du terrain parce que les chrétiens aident la veuve et l'orphelin, ils accueillent les pauvres, ils s'entraident entre eux via les hôpitaux et les orphelinats gérés par les évêques, alors que nous, dans notre tissu religieux païen de temples, de prêtres, il n'y a pas, cet à côté social. Et ça, c'est vrai. Dans le paganisme, qu'il soit romain, grec, gréco-romain, etc., il n'y a jamais eu ce souci de l'autre. C'est-à-dire que la religion était vraiment une sphère à part. Il pouvait y avoir de l'entraide, mais c'était pas au cœur de la religion. Que ce soit les cultes mithriaques, les cultes isiaques, les cultes à mystère, les cultes d'Éleusis, les cultes d'Isis, ou alors la vieille religion romaine traditionnelle civique, le souci de l'autre en tant que tel, en tant que frère, et donc l'idée d'aider l'autre, que ce soit un pauvre, un orphelin ou autre, n'a jamais occupé une vraie place dans le paganisme. Ça a pu exister, mais ça n'est pas consubstantiel à la religion. Alors que ça l'est dans le christianisme, pour les raisons que vous connaissez. Et ça, Julien l'a très bien vu. Et c'est pour ça qu'il ordonne, dans ces nouvelles mesures pour réformer le paganisme, eh bien, il dit, bah oui, mais si, je sais pas, un frère païen a besoin d'aide pour la nuit, vous l'hébergez dans le temple, vous l'aidez à subvenir à ses besoins s'il est pauvre, etc. En fait, on voit très bien un point fondamental, c'est que Julien essaye de lutter contre le christianisme, mais ce faisant, il se le réapproprie. Parce qu'il sait très bien que le paganisme que Julien fantasme, en fait, il le fantasme dans sa tête, mais il n'existe pas, il n'a jamais existé, et malheureusement, il n'a pas existé après lui. Parce qu'en fait, le paganisme de Julien, il est déjà contradictoire. Dans un sens, il est contradictoire parce que il est hautement intellectuel, parce que Julien est quelqu'un de très bibliophile, de très lettré, de très arrogant, c'est vraiment un intellectuel à la tête de l'Empire, hein. Mais d'un autre côté, pour faire vivre le paganisme, il doit faire vivre sa vie civique, donc ce côté sacrificiel.
Un côté que Julien ne renie pas du tout. Il fait des sacrifices de taureaux, des sacrifices à Apollon, etc., en même temps que des sacrifices théurgiques néoplatoniciens. Et d'un autre côté, les païens lambda qui assistaient à ce genre de sacrifice n'étaient pas forcément aussi intellectualisés que Julien. De plus, Julien leur demande de reprendre des traits phénoménologiques tirés du christianisme. L'aide aux pauvres, l'hôpital, l'entraide, l'aide aux malades, etc. Pour justement mieux lutter contre le christianisme. Et donc indirectement se le réapproprier. Vous voyez que Julien, déjà, dans sa pensée du paganisme, il est ambivalent. Et c'est pour ça que je l'appelle un peu Don Quichotte de l'Antiquité tardive, à savoir un personnage qui est dans le monde, qui est issu du monde, parce qu'il est issu de son éducation à la fois chrétienne et païenne, mais qui d'un autre côté, il est hors du monde. Il est intellectuellement hors du monde, et ce qu'il rêve dans sa tête, eh bien, on comprend très bien que ça ne marchera pas dans la vraie vie. J'ai donné un autre exemple. L'année de sa mort, lorsqu'il il arrive à Antioche en automne de 362. Je passe très vite à la fin de sa vie. Julien, comme plein d'empereurs romains avant et après lui, se décide encore une fois d'aller combattre les Perses qui menacent sur les frontières mésopotamiennes de l'Empire. Ce faisant, comme son frère Gallus et comme Constance II avant lui, il séjourne à Antioche, un haut lieu du christianisme syriaque, un haut lieu du christianisme en général. Il séjourne à Antioche de l'automne 362 au printemps 363. Et Antioche, pareil, il se dit, bon, allez, je vais restaurer le sanctuaire d'Apollon et les oracles de Daphné, qui sont aux alentours d'Antioche. Sauf que les prêtres païens lui disent, les oracles ne parlent plus parce que bah, dans le temple, il a déjà été partiellement détruit, et en plus Gallus, ton frère, a fait transférer les restes d'un saint chrétien dans le temple. Du coup, il n'y a plus d'oracles, les oracles ne parlent plus. Julien s'énerve, fait transférer les saints du saint ailleurs, et refait parler le temple. Déjà, première mesure. Autre mesure, il essaye, comment dire, de mettre en avant son mode de vie à Antioche. Parce que Julien, je ne l'ai pas dit, c'est pas un philosophe jouisseur. Au contraire, c'est vraiment l'exact inverse. C'est un néoplatonicien mystique, intellectualisé, extrêmement ascétique. Julien n'a été marié qu'une fois parce qu'il a été obligé par Constance II. Sa femme est morte en couche avec l'enfant qu'elle portait. Et après ça, il ne s'est jamais remarié. Et il ne voulait pas se marier à l'origine. Donc quand il arrive à Antioche, il n'a pas eu de relation sexuelle depuis 7 ans. Et il ne veut pas en avoir. Il vit en ascète, il mange très très peu. Et le fait d'avoir vécu en Gaule avec ses soldats, ça a joué. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vu que Julien, bon, déjà c'est vraiment un ascète philosophe néoplatonicien ultra, comme beaucoup à l'époque, hein. C'est pas le seul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cette branche-là des néoplatoniciens, en fait, tous les païens ne vivaient pas comme ça, en mode mystique, ascète, très lettré. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Et ce mode de vie-là, paradoxalement, il a pu expliquer son succès en Gaule, puisque les soldats ont énormément respecté ce côté vie de privation. Parce que les soldats eux-mêmes, avec les soldes, les difficultés de la guerre, ils vivaient aussi une vie de privation. Donc ça a aussi pu expliquer pourquoi Julien a très vite été aimé de son armée. Ça, c'est une mini parenthèse. Mais bref, quand il arrive à Antioche, il essaye de mettre en avant ce mode de vie-là, à la fois pour se moquer des chrétiens, mais aussi pour bah voilà, faire une émulation auprès des païens. En fait, on comprend dans le traité qu'il écrit à Antioche, le Misopogone, que même en plus des chrétiens, beaucoup de païens avaient du mal à suivre, avaient du mal à être en accord avec ce mode de vie ultra ascétique mis en avant par Julien. Julien fait fermer les bordels, il met un peu un terme au plaisir, aux courses, etc. Donc même dans son programme et son mode de vie, il n'est pas non plus dans les réjouissances les plus festives. Ce qui peut lui attirer beaucoup de griefs, à la fois de la part des chrétiens, mais surtout aussi de la part de certains païens. Et même quelqu'un qui était très proche de Julien comme Libanios ont très vite compris que le projet politique de Julien, tous les païens de l'Empire ne pouvaient pas du tout y adhérer, et que le paganisme de Julien restait très minoritaire dans sa pensée. Autre point que j'aimerais aborder, c'est que Julien a aussi eu beaucoup de disputes philosophiques avec les cyniques, où bah, il a eu de réelles disputes en fait avec des philosophes cyniques de son époque, où il se moquait d'eux. C'était vraiment une dispute d'école philosophique,
Et en gros, là aussi, ça montre que le paganisme de son époque, il est fracturé. Et ça revient à ce que je vous avais dit sur la transformation du paganisme. En fait, on dit paganisme par abus de langage, mais c'est une mosaïque, c'est une galaxie. Et dans cette dispute contre les cyniques, en fait, c'est une querelle d'ascètes, puisque Julien, lui, se dit, mais moi, je suis un vrai ascète, un vrai mystique. Comment dire, comme les chrétiens, vous vous la jouez ascète, mais derrière, vous êtes des jouisseurs, des alcooliques, vous avez des mœurs sexuelles dissolues, il leur dit, et vous êtes ascète par pauvreté, mais pas par choix de vie, en fait. Donc c'est un peu... Il les accuse un peu d'être des faux ascètes SDF jouisseurs. Alors il le dit pas comme ça. Et si je voudrais faire une analogie assez hasardeuse, c'est un peu ce qu'il leur dit. Et c'est un grief qu'il a contre les chrétiens de son époque. Il se moque des chrétiens. Déjà, il les appelle galiléens. C'est une manière de leur dire, vous vénérez un paysan, vous êtes des paysans. Donc galiléens. Il leur fait pas l'honneur de les appeler chrétiens. Et en fait, il dit la même chose aux chrétiens et aux cyniques. Il leur dit, vous faites semblant de vivre comme des pauvres et des ascètes. Mais la pauvreté, vous ne cherchez pas à la vivre positivement. C'est plutôt quelque chose où vous vous cachez derrière une pauvreté, mais derrière, vous avez des modes de vie dissolus, impropres, où vous savez pas, en fait, l'ascétisme de Julien, exactement, mais comme Diogène. En fait, il attaque Diogène, en fait, il attaque les cyniques de son époque, mais on comprend qu'il attaque aussi l'école cynique. En fait, l'ascétisme de Julien, c'est un ascétisme platonicien, néoplatonicien. Donc, c'est vraiment l'idée, je suis maître de mes passions par mon ascèse et donc par cette idée de d'avoir une vie ordonnée, de ne pas manger plus que de raison, de beaucoup lire, étudier, d'être coupé des soucis du monde. Donc c'est un ascétisme positif. En fait, il reproche aux cyniques d'être des pauvres chiens en fait, d'être pauvres comme ça, mais de ne pas en faire une vertu positive. Et derrière, en plus de mener ce mode de vie de pauvreté, eh ben, il les accuse d'avoir un mode de vie dissolu. Ils les accusent d'être alcooliques et d'avoir des mœurs sexuelles assez dépravées en fait. Il leur dit texto. Et c'est un peu ce qu'il reproche aussi aux chrétiens, même s'il va pas aussi loin que ça, mais il leur dit, la pauvreté, vous vous cachez derrière, mais vous n'en faites pas une ascèse positive, contrairement à moi. Bref, parce que qu'il soit à la fois prisonnier ou empereur, eh bien Julien a toujours été très très strict sur son mode de vie ultra ascétique, peu importe sa position sociale dans l'Empire. C'est aussi pour ça que c'est un personnage fascinant, parce qu'il est resté fidèle à son idéal, et c'est pour ça que c'est un personnage romantique avant l'heure. Julien l'Apostat, même si ça a été un chef d'État assez froid par moments, assez lucide, c'est vraiment un personnage romantique qui vit un monde et vit un mode de vie que son monde à lui commence à ne même plus comprendre. Et que peut-être même le monde dans lequel il vit ne l'a jamais compris. Que ce soit des siècles avant ou des siècles après. C'est pour ça que j'aime bien penser à Julien comme une espèce de météore qui traverse la marche de l'histoire. Constantin est venu, l'Empire a commencé à se christianiser, il allait vers ce qu'on allait connaître par la suite, c'est-à-dire l'Empire romain christianisé à mort, la lente éradication du paganisme, l'Europe, etc. Et Julien, c'est un peu un accident en cours de route. C'est un météore qui traverse le siècle, et même les gens qui devraient le comprendre, c'est-à-dire ses frères païens, eh bien beaucoup avaient du mal à le suivre. Bref. Vous comprenez pourquoi ce personnage me fascine, c'est vraiment un astre qui traverse le ciel. Bref. J'en viens maintenant à un autre point. C'est-à-dire que dans sa querelle contre les chrétiens, Julien s'est mis à se rapprocher d'une certaine communauté. Je ne sais pas si vous la connaissez, je crois que oui. Vous connaissez cette communauté, une communauté de rabbins qui commençait en Palestine à mettre en place la Mishnah et plus tard le Talmud. À savoir une communauté de lumière qui aujourd'hui a trouvé son successeur en la personne de Pyramidas. Qu'est-ce que voulait faire Julien? Alors Julien, comme tous les empereurs romains, il n'est pas philosémite. Il sait très bien que voilà, les empereurs romains ont détruit le temple à Jérusalem, ils ont interdit les juifs d'y retourner, mais il sait que les chrétiens ont christianisé Jérusalem et ont un peu mis les juifs sur le côté au bord de l'empire. Mais en même temps, les empereurs romains païens n'étaient pas non plus très philosémites. Je rappelle que Hadrien a éradiqué la communauté juive d'Alexandrie. Il a redétruit Jérusalem face à Bar Kokhba, donc il n'y a jamais vraiment eu de philosémitisme, même de la part d'empereurs romains païens. Julien, cependant, se dit, bon, moi je ne suis pas particulièrement philosémite comme tous les empereurs romains avant moi, mais les chrétiens, eux, ils ne sont pas très philosémites non plus, et surtout, je vais pouvoir les utiliser contre les chrétiens. À savoir, dans le christianisme, le Christ a dit que le temple serait détruit, ne serait pas reconstruit jusqu'à la pierre près, et moi,
je vais donner tort aux chrétiens. Et on a des lettres où on sait que Julien avait prévu de reconstruire le temple à Jérusalem. Alors on ne sait pas s'il voulait le reconstruire entièrement, mais il avait l'idée qui lui a traversé l'esprit, ça on le sait de sources sûres. Et, ben, c'est compliqué à dire si les Juifs étaient d'accord. Parce que dans la Mishnah, cette mesure, elle est passée sous silence. C'est quasiment, on n'en parle pas. On peut comprendre pourquoi. Parce que n'oubliez pas que dans la pensée juive, le temple sera reconstruit quand Machiach redescendra sur terre. Et là, un empereur romain païen, donc un gentil, un idolâtre, qui décide de reconstruire notre temple, c'est un peu gênant. Donc c'est aussi peut-être pour ça que, même si on sait de sources sûres que Julien en avait parlé à ses gouverneurs et qu'il avait commencé à mettre en place le projet, c'est peut-être pour ça que les grands rabbins de la Mishnah et de l'époque des Amoraïm, donc l'époque talmudique, on comprend peut-être pourquoi ils passent l'information sous silence, parce que ça aurait été bizarre à justifier a posteriori. Le fait qu'un empereur païen décide de reconstruire un temple des Juifs, alors que c'est le Messie qui doit le faire, bah, les Juifs auraient pu dire oui, bah, c'est gentil, mais c'est pas non plus dans le projet eschatologique, mais c'est gentil. Merci beaucoup de l'idée, mais c'est sympa, on comprend, mais peut-être que les Juifs avaient compris que Julien voulait juste les utiliser pour se moquer des chrétiens. Parce que dans son idée, c'était vraiment ça. Il ne voulait pas reconstruire le temple par amour des Juifs, c'était vraiment pour donner tort aux chrétiens et se moquer d'eux, en fait. C'était vraiment un acte de... Oui, non, mais, non, mais Zertor, c'est exactement ça, hein. Il n'y a aucune autre raison. C'est vraiment, le Christ a dit que le temple serait détruit et ne serait jamais reconstruit. Eh ben moi, je vais le reconstruire. Chez les chrétiens. C'est vraiment uniquement pour ça. C'est uniquement pour ça. Il y a pas de projet géopolitique autre que celui-là, Zertor. C'est vraiment ça, hein. Tu le dis avec tes mots à toi, mais c'est vraiment ça. C'est pour ça que c'est un personnage fascinant. Je le dis, il avait une audace que peu de personnes auraient pu comprendre. Mais là, au-delà de la blague, en fait, cette idée de vouloir reconstruire le temple, elle illustre quelque chose que beaucoup de grands savants aujourd'hui ont compris. Je ne vais pas donner leur nom, mais ils se reconnaîtront. C'est que Julien, et ça on l'a aussi dans certaines de ses lettres, il a compris la nature du christianisme. Il a vu que le christianisme de son époque, et le christianisme tel qu'il a existé, tel qu'il existe encore aujourd'hui, c'est fondamentalement un mix entre l'hellénisme, donc la culture grecque si vous préférez, mais on va dire hellénisme, parce que l'hellénisme en tant que religion, mais aussi en tant que culture, mais là on va parler de religion. Il a compris que le christianisme c'est un mix entre l'hellénisme et le judaïsme. Il a compris que le christianisme est un mix bâtard entre les deux, et ça le fait vomir, parce que lui se pense et se vit en digne héritier de l'hellénisme, de la culture grecque et de la religion païenne grecque traditionnelle. Et cette nature composite du christianisme comment dire, ben, l'énerve, l'agace. Il a compris que c'était un mix bâtard qui n'avait pas de raison d'être. Et on voit qu'en fait, que ce soit en tentant de reconstruire le paganisme ou en favorisant les juifs, c'est l'idée de faire apparaître que le christianisme est un mix bâtard et de le défaire. De défaire cette alliance qui n'aurait jamais dû exister entre d'un côté hellénisme et judaïsme pour former le christianisme. Il a peut-être pas formalisé autant que ça, mais on comprend que philosophiquement, il avait très bien compris ça. Mais comme Origène, un siècle avant, l'avait compris. Il avait compris qu'en fait, ben, le christianisme, c'était ça et qu'il fallait le défendre et l'intellectualiser pour que ça tienne et que ça prenne. Eh bien, Julien, un siècle après, le comprend et il veut le défaire parce que c'est un projet qui lui fait horreur. Donc c'est aussi pour ça que il faut comprendre ce projet de reconstruire le temple avec cette idée-là en tête. C'est pas juste une idée de taquinerie. Bien sûr qu'il y a de la taquinerie, mais il y a aussi cette pensée politique beaucoup plus large qu'il y avait à l'esprit. Autre point, et on va très vite arriver vers la fin, parce que je vais pas, comme on allait dire, je voulais pas refaire un bilan de tout son règne, même si j'ai parlé des principaux points, c'est le lien avec d'autres personnes qui nous renseignent sur la vie de Julien. Je vous l'ai dit, on a les sources dont je vous ai parlé, Ammien Marcellin, historien païen, Libanios d'Antioche, qui est un rhéteur païen qui a connu Julien. On a d'autres auteurs postérieurs comme Sosomène ou Socrate qui utilisent une histoire écrite par Eunape de Sardes qui était un contemporain de Julien mais qui n'était pas forcément un de ses proches. On a Éphrem qui a écrit à la même époque. On a aussi deux autres personnages très intéressants que Julien a connus dans sa jeunesse, dans ses études de philosophie à Athènes. Et non, ce n'est pas Michel Maffesoli. C'est bien Grégoire de Nazianze et Basile de Césarée. Deux pères de l'Église,
deux pères de l'Église grecque. Basile de Césarée est allé étudier la philosophie à Athènes avant sa conversion au christianisme, et il a eu comme condisciple Julien l'Apostat. Pareil pour Grégoire de Nazianze. Donc deux pères de l'Église ont été camarades de promotion avec Julien l'Apostat. Et eux aussi, je ne l'ai pas mentionné dans le début de conférence, sont des sources très intéressantes pour nous renseigner sur la vie de Julien. Même s'ils ont une optique très anti-Julien, eh bien, ils ont gardé en mémoire quelques informations très, très précieuses sur la vie et le caractère de Julien, puisqu'ils l'ont côtoyé au cours de leurs études. Donc là aussi, je trouve ça fascinant, les hasards de l'histoire. On a un empereur païen, qui n'était pas encore empereur à l'époque, qui a été camarade de promotion avec deux futurs pères de l'église grecque. Parce que Basile de Césarée, je rappelle qu'en fait, dans l'église grecque, après Jean Chrysostome, c'est selon Basile de Césarée qu'on lit la liturgie. C'est lui qui a fondé les basiliades, donc un mode d'organisation monastique particulier. Grégoire de Nazianze, c'est l'un des plus grands théologiens de l'église grecque aussi, après Basile de Césarée et Jean Chrysostome. Ce sont deux pointures de la théologie de l'Église orthodoxe qui ont été condisciples de Julien l'Apostat. Là aussi, je trouve ça fantastique de se dire, voilà, les hasards de l'histoire. Et juste après, à quelques kilomètres de là, il y avait Éphrem le Syrien. Donc, je trouve ça assez fascinant de voir comment tout s'imbrique. Bien écoutez, je vais en venir très brièvement à quelques œuvres que je vais présenter de la vie de Julien. Et ensuite, on va rapidement conclure. Je vous l'avais dit, c'était un peu fouillé ce soir, mais je tenais, avant mon départ et ma rencontre avec ma chiare, je tenais à revenir sur un sujet que j'avais déjà abordé, mais en mieux, avec plus d'informations, un peu plus de temps, et surtout vous en parler à un public un peu plus éclairé. Alors, quelles œuvres Julien nous a-t-il léguées? Déjà, on a le Misopogone, qui est littéralement, on pourrait le traduire par le traité de ceux qui n'aiment pas la barbe. Puisqu'en fait, Julien portait la barbe des philosophes, et ça agaçait. Ça agacé, du coup, il s'est fait raser la barbe et il a écrit un traité contre justement ceux qui le critiquaient. En fait, ce traité-là, il a été écrit quand il était à Antioche pendant 6 mois, juste avant sa campagne contre les Perses et sa mort. En fait, c'est dans ce traité qu'il fait exploser toute sa haine contre les habitants d'Antioche, qui le fatigue, puisque les chrétiens comment dire, la situation est tendue, puisqu'il y a Julien, son armée, il y a les chrétiens de la ville avec l'évêque d'Antioche, parce que c'est une ville qui a beaucoup de chrétiens, et c'est électrique dans la ville. Il y a énormément d'échauffourées, il y a quelques émeutes qui éclatent ici et là. C'est pas une guerre civile, mais c'est quand même très tendu. Et les habitants l'embêtent, même les païens de la ville en ont marre de son mode de vie ascétique. Et en fait, il écrit ce traité pour se défouler. Parce que Julien, quand il est énervé, il n'est pas violent, il est ascétique, il est calme, et du coup, il écrit des traités assassins contre les habitants d'Antioche. Et je vous invite vraiment à le lire, c'est très court. Et même si vous ne connaissez pas Julien, vous allez voir que c'est encore très drôle, plus de 1500 ans après. Parce qu'en fait, c'est un humour pince sans rire. C'est en mode oui, mais moi qui suis si parfait, comment ne pouvez-vous pas m'adorer? Donc en fait, c'est écrit au quatrième degré. C'est mais je ne comprends pas. Pourquoi n'appréciez-vous pas ma barbe? Elle est magnifique, ma barbe. C'est de la moquerie en fait. En fait, comme l'a dit Zertor, c'est vraiment un esprit de mépris et de dédain, mais philosophique, aristocratique. Donc il les prend de haut en faisant semblant, en faisant mine d'ignorer les réclamations qu'on lui fait. Oh mais je ne comprends pas, j'ai pourtant tout fait pour que la ville fonctionne très bien, tout va pour le mieux, qu'est-ce qui ne va pas? En fait, c'est vraiment, c'est presque du Molière. Voilà. Donc rien que pour ça, je vous invite à lire le Misopogone, c'est très lourd. On a ensuite le traité sur les Césars, dans lequel il fait un peu un classement des empereurs de l'Empire romain, et en fait il met en avant, même s'il n'est pas empereur romain, mais il met beaucoup en avant Alexandre, énormément en avant Marc Aurèle, qui est aussi une de ses grandes références, parce que l'empereur philosophe, bien évidemment, et aussi c'est dans ce traité qu'il s'en prend de manière très très dure à Constantin, en le faisant passer. Là ça rejoint ce qu'il disait aux cyniques et aux chrétiens, il dépeint Constantin comme quelqu'un comment dire, d'entaché de luxure, d'esclave de ses sens. Donc voilà, quelqu'un de trop sensuel, d'une brute un peu avinée. Et c'est très intéressant parce que même dans ce traité sur les Césars, il a aussi été écrit à l'époque d'Antioche. Donc il y a aussi des reflets de sa haine contre les habitants d'Antioche dans ce traité sur les Césars. Autre œuvre qui a été écrite à la même époque, c'est le fameux Contre les Galiléens. Bon, malheureusement, nous n'avons que des extraits, mais c'est dans ce traité-là il utilisait toute son éducation, toute sa bibliophilie
pour réfuter les chrétiens. Donc c'est un peu sa grande œuvre contre les chrétiens. Malheureusement, on n'a que des extraits, mais on sait dans les extraits qu'on a qu'il citait des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament pour montrer l'absurdité du christianisme, la bêtise de l'Église chrétienne et pour montrer qu'en fait le christianisme n'avait aucune raison d'être et que ça n'était pas la vérité et surtout que le christianisme commençait à détruire le merveilleux de la nature et les dieux païens parce qu'en fait pour Julien la raison, les dieux, les anges, les démons, la nature, les hommes, tout ça est lié dans un tout cohérent. Ce qui est tout à fait en phase avec le néoplatonisme de l'époque, et encore plus le néoplatonisme jamblikien. Donc pour lui, quelque part, on comprend dans les extraits qu'on a que le christianisme venait casser cette unité de la nature, de l'homme et des dieux. Et quelque part, indirectement, on pourrait même dire que pour lui, le christianisme venait déjà désacraliser la nature. Il ne dit pas la nature, mais on comprend que dans sa pensée, c'est plus ou moins ça qui est un peu sous-entendu. Et en plus de ça, on a les lettres qui en fait sont très disparates parce qu'il en a écrit à plein d'époques. On en a quelques-unes qui nous ont survécu, qui ont été rééditées aux éditions Les Belles Lettres, éditions bilingues, pardon, grec ancien français. J'ai failli dire hébreu, j'ai dit hégreux, je suis fatigué. Grec ancien français. Pareil, très intéressante aussi si vous voulez les lire un jour. Ce sont des lettres écrites à des gouverneurs, mais c'est bien d'avoir le contexte exact pour savoir qu'est-ce qu'il disait, parce qu'il y a des fois, il écrit à des gouverneurs en Égypte, en Gaule, etc. Et suivant l'époque, ça change énormément. Par exemple, la lettre aux Athéniens, qu'il a écrite au début de son règne, eh ben, comment dire, Constance II n'était pas encore mort, donc il se faisait encore passer pour un crypto-païen, un crypto-chrétien, pardon. Donc voilà, beaucoup de lettres très intéressantes qui nous renseignent sur sa politique. Et en fait, tout ce que je vous ai dit sur ces mesures contre le christianisme viennent de ces lettres. Voilà. En plus de ça, on a ces monnaies, parce que Julien a eu le temps de faire battre monnaie, on a des monnaies à son effigie, où il se fait un peu dépeindre en Zeus, en Apollon. On a aussi une, une fresque aux environs d'Antioche, si je ne dis pas de bêtises, où on voit Socrate et ses disciples, et on sait que cette fresque a été commandée sous le règne de Julien. On voit très bien que les personnages autour sont des proches de Julien. On voit notamment, je crois que c'est Libanios ou quelqu'un d'autre. On comprend que le Socrate qui est au milieu, c'est Julien personnifié en Socrate. Donc là aussi, que ce soit sur ces monnaies ou dans les fresques, ou même dans quelques statues qui nous sont parvenues, notamment en Gaule, on voit très bien que Julien s'est vraiment pensé et a vécu avec l'image de l'empereur philosophe et que son modèle, c'est vraiment ça. C'est à la fois Alexandre le Grand et Marc Aurèle. C'est comme je l'ai dit, c'est le météore qui traverse le siècle et qui part mourir. Et donc on va maintenant en venir très brièvement à sa mort, que je vais très rapidement résumer. Une fois qu'il a terminé de stationner son armée à Antioche, Julien se met en marche à partir du mois de mars 363. Et je vais pas résumer tout, mais en fait, il fait déployer ses navires sur la rive droite du Tigre. Enfin, déploie son armée sur la rive droite du Tigre. Il y a ces navires qui suivent le fleuve. Au bout d'un moment, ces navires arrivent au sud, enfin descendent le Tigre, et il se rend compte que le Tigre, avec les courants qui comment dire, agitent le fleuve, sa flotte, il ne pourra pas la faire remonter. Donc il la fait brûler, il fait détruire les ponts pour être sûr que son armée n'ait pas envie de faire demi-tour et de rebrousser chemin. Il va aux environs de Ctésiphon, la capitale perse, il commence un peu à mener des pillages. Il se rend compte que l'armée perse commence aussi à se rassembler, sauf que Julien, lui, il attend son armée des renforts qui viennent d'Arménie. Il tarde à venir. Au mois de juin, il y a un échauffouré. Il y a quelques, comment dire, il y a des pillages en fait de part et d'autre. Julien pille un peu la région de Mésopotamie qui appartient en Perse. Il s'avance en territoire perse. Il y a des échauffourées avec l'armée perse et au mois de juin 363, il y a un échauffouré entre Julien et une escouade perse. Julien, là aussi dans les sources, c'est compliqué, mais on comprend qu'il se fait un peu isoler et qu'il se prend un coup de lance euh, on ne sait pas si c'est la jambe comment dire, le thorax, mais en fait, dans les sources, si on reconstitue un peu, tout s'accorde à dire qu'il est obligé de descendre à cheval parce que son cheval a été touché et qu'il n'a pas eu le temps de mettre un baudrier pour protéger son torse. Donc il n'a que son bouclier. Donc on sait qu'il s'est pris un coup de lance. Et justement, il est extrêmement blessé. Oribase, qui est son médecin et son proche ami depuis des années, le soigne. Mais malheureusement, il finit par mourir. C'est un peu la fin de Julien, comment dire, comment le dire,
l'un des plus grands empereurs romains qui ait jamais existé. Il meurt officiellement le 26 juin 363, à seulement 31 ans. Donc, un peu comme Alexandre le Grand, qui est mort à 32 ans. Donc, même si malheureusement ça a été un règne quasiment éclair, je pense qu'il aurait été content de sa mort parce qu'il est mort face aux Perses, quasiment au même âge qu'Alexandre le Grand. Et je trouve que c'est une belle mort. Et bah voilà, en fait, Julien meurt. L'armée, sa priorité, c'est d'évacuer le territoire parce qu'elle a peur, elle est en territoire perse et il faut vraiment évacuer le territoire. Jovien, qui était un militaire, qui était un chrétien, est nommé comme chef de l'armée et nouvel empereur. Même si d'autres païens auraient pu être nommés, Jovien est nommé non pas par, comment dire, par, par, par goût du christianisme, parce que Jovien, lui, a promis aux soldats qu'il allait quitter le territoire le plus vite possible et que c'était plus possible. Et que les proches païens que Julien aurait aimé voir prendre sa suite n'avaient pas le caractère qu'il faut pour s'affirmer. Et donc c'est Jovien, empereur chrétien qui n'a régné que très peu de temps, qui évacue l'armée. Et donc il est obligé de signer un traité très défavorable face aux Perses, traité qui force à évacuer la ville chrétienne mésopotamienne de Nizib, d'où était issu Éphrem le Syrien. Et donc, suite à cet échec, Éphrem le Syrien est obligé d'évacuer sa ville natale, et Éphrem voit le cortège funèbre qui transporte le corps de Julien l'Apostat jusqu'à Tars, où il sera enterré plus tard. Comme quoi, la boucle est bouclée. Autre point, sur qui a tué Julien. Là aussi, beaucoup de dissemblances dans les sources. Des sources païennes disent que c'est un Romain chrétien qui l'a tué, donc un traître parmi ses hommes. C'est assez peu probable, puisque bah, beaucoup de sources qui étaient proches de Julien ne l'attestent pas. Beaucoup disent qu'il a été tué par un Perse, et d'autres sources disent qu'il a été tué par un Arabe. Un Arabe romain ou un Arabe perse. Je vous passe les détails des sources, mais l'une des hypothèses qui est favorisée par certains, et que je trouve assez plausible, c'est qu'on pense qu'il a été tué par un Arabe auxiliaire de l'armée perse, puisque même au cours de son voyage, puisque la Mésopotamie, il y a beaucoup de groupes bédouins, vous savez, il y a des villes citadines, mais il y a aussi encore beaucoup de groupes bédouins, des Arabes chrétiens, des Arabes pro-perses, des Arabes pro-romains, ou alors juste des Bédouins lambda, des Arabes païens. En fait, Julien en a rencontré beaucoup au cours de son excursion en Mésopotamie et en Perse, beaucoup qui ont rejoint son armée. Et donc on s'est dit, mais alors c'est qui l'a tué? Et en fait, on comprend que c'est pas vraiment un Romain de son armée qui l'a tué, un Romain chrétien, puisque c'est quelque chose dont se vantent des auteurs chrétiens, mais qui n'étaient pas contemporains des faits. Et on se doute que, d'ailleurs, tous les auteurs chrétiens n'en parlent pas. Donc, on se doute que si les chrétiens étaient sûrs que c'était un chrétien qui avait tué Julien, tous l'auraient proclamé d'une seule voix. Or, ça n'est pas le cas dans les sources qui nous sont parvenues. Donc, il est très probable que Julien ait été tué par un soldat perse, mais un arabe auxiliaire de l'armée perse, donc un bédouin local de Mésopotamie. À la fin, les Arabes nous ont amené le meilleur prophète du monde, à savoir un illettré bédouin qui se torchait les fesses, et bah, indirectement, ils sont aussi responsables de la mort d'un des personnages les plus fascinants de l'Antiquité tardive. Donc, j'ai envie de dire que ce soit en termes de religion ou en termes de hauts faits militaires, les Arabes ont énormément contribué au déclin intellectuel de l'humanité, et je pense que je vais conclure là-dessus. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas meilleure conclusion à cette conférence. Je pense que c'est magnifique comme conclusion. On en arrive, vous voyez, on part du néoplatonisme, de la théurgie, on en arrive au prophète de l'islam. Donc, conclusion, l'un des astres intellectuels de l'Antiquité tardive, l'un des personnages les plus fascinants psychologiquement, théologiquement, philosophiquement, intellectuellement, a été tué par un bédouin arabe. Donc la boucle est bouclée, je pense qu'on en aura fini là-dessus. Je rends la parole, chers amis. Je voulais reparler de Julien, surtout pour Zertor, lui faire découvrir ce personnage parce que je pense qu'il a beaucoup en commun avec lui et qu'il va l'adorer s'il se met à le lire un peu, à se renseigner sur lui. Et voilà, donc je tenais vraiment à conclure là-dessus. Je n'avais pas du tout prévu, je n'ai pas du tout écrit ça dans mes notes, mais je trouve ça magnifique. Ça s'impose à moi-même. Du prophète de l'islam jusqu'à Julien l'Apostat, les Arabes ne sont bons qu'à foutre le bazar. Je vous rends la parole, chers amis. Magnifique. La conclusion est digne de l'introduction. C'était génial cette conférence. Ah, Non mais ouais, non mais c'est super, super sujet. Enfin, franchement, ouais, je connaissais pas ce personnage du coup et j'en ai pas loupé une miette. Ouais. Franchement, c'était vraiment
très intéressant comme personnage et du coup, moi, je me demandais, bon, je fais un lien qui est peut-être enfin, qui est complètement anachronique, mais je me demande, quand même s'il y a un lien. Est-ce que sa critique, du christianisme à Julien, elle tient pas, justement, un petit peu comme Spinoza, quoi, sur le côté, heu, le christianisme qui s'accapare, toute la nature et tout ça dans un but, enfin, comment dire? Tout est dans le but, de l'homme, quoi. C'est-à-dire, bah, par exemple, Spinoza, il dit ça dans sa partie 3. Il dit que, bah, le poisson, dans la partie 3 de l'Éthique, il dit que le poisson est fait pour l'homme, pour le nourrir, tout ça, quoi. Enfin, tout est dans un but, humain, quoi. Est-ce que c'est pas un peu pareil, pour Julien? Est-ce que c'est pas Oui, ça qu'il oui, critique? on peut dire qu'il y a un peu de ça, oui. Et ça l'agace beaucoup justement que le christianisme se réapproprie tout ça, hein. Ouais, ouais. Ouais, parce que Et tu disais qu'en gros, il critiquait, le fait que oui, En fait, Julien a compris que le christianisme est un syncrétisme. ouais, oui, oui, ouais. Et justement, il veut enlever ces racines de culture grecque que le christianisme s'est approprié. Et c'est Mmh. ça qui l'agace. En Ouais. fait, il voit très bien à son époque, parce que son professeur Libanios va lui survivre, et ça aussi je le dis maintenant, mais en fait, après la mort de Julien, il n'y a pas eu d'épuration de ses proches. C'est aussi pour ça qu'on a Libanios qui nous transmet ses souvenirs sur Julien. Parce que ben, les grands rhéteurs païens sont encore vivants, ils n'ont pas été mis à mort parce qu'ils ont été proches de Julien, parce que c'était pas encore l'époque. Je vous l'ai dit, il y a encore des grands fonctionnaires païens au 5e siècle. C'est aussi grâce à ça, hein, c'est un coup de chance. Mais ouais, pour Julien, il voit qu'à son époque, ben, les frontières deviennent floues parce que comme lui, c'est pour ça que son éducation est très intéressante. Je vous l'ai dit, à Athènes, dans les années 350, il a comme condisciples, donc comme collègues de promo, Basile de Césarée et Grégoire de Nazianze, deux Ouais, futurs pères de l'Église. Et c'est donc, il fou. voit très bien qu'en fait, entre les et grands intellectuels, les notables, les professeurs d'université, les médecins, en fait, les têtes pensantes, eh ben, les chrétiens comme les païens partagent la même culture. Et que les chrétiens, pour eux, ben, c'est naturel. Et pour Julien, ça l'agace. Pour lui, ça ne devrait pas être naturel. Alors qu'aujourd'hui, on se dit, bah oui, le christianisme est héritier de la culture grecque, on le défend maintenant aujourd'hui. Et pour Julien, il voit que ça commence à devenir naturel, que ça ne pose plus question vraiment à son époque, qu'il commence à y avoir une intelligentsia chrétienne qui s'affirme de plus en plus, et ça l'agace. Ça l'agace. Ouais. ouais, Origène, en fait, il s'en félicite et lui, il le critique, C'est quoi. exactement ça. et Ouais. Julien, c'est l'anti-Origène. Origène a voulu concilier à tout prix hellénisme, judaïsme et christianisme, et il a réussi parce que tous les auteurs chrétiens après lui sont ses héritiers, et la culture chrétienne après lui doit beaucoup. Julien, lui, a très bien vu tout ça, et ça l'agace. En fait, pour lui, d'ailleurs, il y a une loi qu'il a promulguée, sur laquelle je vais revenir maintenant, que j'ai pas eu le temps de mentionner parce qu'il a fait beaucoup de choses. J'ai quand même rappelé les grands traits de sa politique, je vous rassure, hein, vous n'avez rien loupé. Dans une loi sur les professeurs, il interdit aux chrétiens d'enseigner. Parce que pour lui, il leur dit, oui, non, mais les professeurs chrétiens, donc les rhéteurs, etc., les philosophes, si vous enseignez Hésiode et Homère, c'est que vous croyez au mythe, et donc au paganisme. Mais vous n'avez pas le droit d'enseigner Hésiode et Homère si pour vous, vous n'y croyez pas. Il a promulgué un édit contre ça. Soit Ah ouais, vous d'accord. oui, enseignez Hésiode et Homère et vous y croyez, soit vous ne l'enseignez pas. Et Ah ouais, d'accord, ouais. maintenant, OK. vous devez arrêter de jouer double jeu. Ouais. ouais, je comprends. Alors merci pour moi je voulais intervenir, Donc il était très si je lucide quand peux. même sur le christianisme de son époque. Déjà, Hérode, merci pour cette, magnifique discussion slash conférence, voilà. Moi, j'avais 2 questions. J'avais 2 questions, Voilà. plus, C'est pour ça que je le trouve fascinant parce qu'il est tellement à contre-courant que c'est vraiment, c'est un personnage romantique, Julien, en fait. OK, C'est un ovni. entendez-vous? Ouais, moi, je t'entends, colo, ouais. Ah, je OK, t'entends. Ah, je sais pardon, pas parce excuse-moi, je t'ai qu'Hérode pas entendu. Ouais, non, je reviens. non, 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 mais C'est j'avais 2 JB Bug en questions, ce c'est moment, je pas reviens. grave, pas grave. Oui, tu disais, Colo, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Oui, oui, non, non, c'est pas grave, ne t'en fais pas. Voilà, moi, ce que je voulais savoir, c'était plus, ce que je voulais savoir, c'était plutôt ses relations avec Libère, avec le pape de son époque. Quelles étaient ses relations, justement? Moi, c'est ça qui m'intéresse aussi.
Et après, j'avais une autre question aussi, c'était plus par rapport, déjà avec le pape, l'évêque de Rome et aussi surtout avec Anastase, d'Alexandrie. Voilà. Athanase d'Alexandrie, Mais Athanase. oui, Athanasius. Athanase. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit T'as dit quoi? Anastase, Anastase, Ah ça oui, n'existe pardon. pas, non. C'est pas un prénom. Oui, Bah, oui, tout justement, à fait. l'évêque de Rome de son époque, il s'en moque un peu parce que ça n'est que l'évêque de Rome. Et comme je l'ai dit, il ne cherche pas Mmh. à éradiquer le christianisme par la violence. Donc il va pas s'en prendre à l'évêque de Rome particulièrement. Et il n'a pas vraiment eu le temps. Il en parle même jamais de mémoire, ou alors on n'a pas les sources qui nous sont parvenues. Parce qu'en fait, il a vécu dans la partie orientale de l'Empire principalement. C'est là où il a gouverné, bah, en fait, Antioche à la fin de sa vie. Juste avant Mmh. ça, c'est Nicomédie, Constantinople. Donc, il n'a pas vraiment, comment dire, eu le temps de s'établir à Rome et de développer une attache à Rome. Par contre, à Antioche, il a fait Ouais. saisir la vaisselle liturgique de l'Église. Et il a un peu saisi l'Église d'Antioche. Donc là, il a eu le temps d'avoir des échauffourées avec le patriarche d'Antioche et pas à Mmh. Rome. Athanase, je l'ai dit, il a rappelé d'exil, parce qu'il avait été mis en exil par l'empereur précédent, mais Tout à fait. il lui a pas redonné le trône, enfin le trône épiscopal. Et au contraire, il lui a même envoyé des lettres en lui disant, je ne te favoriserai pas. Je te sors d'exil, mais tu ne seras pas favorisé. Mmh. Il est malin Donc quand il y a eu même, hein. des émeutes Mmh. à Alexandrie, des troubles civiques. C'est pour ça qu'il a envoyé beaucoup de lettres au gouverneur d'Égypte entre partisans d'Athanase et ariens et ben, justement et païens de la ville en fait. Et il a joué là-dessus en fait. Donc relation très tendue avec Athanase en fait. Il a Donc il est, utilisé Athanase en fait, comme il a voulu oui, utiliser les oui, voilà, Juifs c'est pour ça. reconstruire le temple en fait. Voilà. Ouais, Mmh. c'est très Mmh. machiavélien comme, Et très Oui, machiavélien avant l'heure, en fait, en vérité. C'est ce que j'allais te dire, c'était mon point suivant, mais oui. Zertor m'a battu Mais en fait, oui et non, et parce qu'il est machiavélien. En fait, il a une stratégie politique, mais il a quand même un idéal pour lequel il a envie de croire. Donc c'est pas non plus quelqu'un de froid à la Louis XI ouais, ouais. ou à la Machiavel, oui, parce le qu'il il est, calculateur. il est animé par de grandes idées quand même au cours de sa vie, hein. Il est Oui, entre oui, les non, mais D'accord. complètement, ouais. Il est les deux si vous préférez. Il est machiavélien, mais il n'est pas non plus dépourvu d'idéologie qui lui soit propre. C'est même tout l'inverse. Mmh. Il est machiavélien, mais il a une grande idéologie à laquelle il croit, Oui, qu'il veut appliquer. C'est pour ça que je dis romantique, parce qu'il est vraiment animé par des idées. Bah, ouais, c'est ça, ouais, c'est mmh, ouais. Est-ce que ce serait pas le mmh, philosophe roi, finalement de Platon, hein? Bah, en tout cas, c'est son modèle, hein. Lui, Ouais, il se pensait comme ça, il le savait très bien, il s'est toujours pensé comme ça, hein. C'est pas pour rien qu'il adorait Marc Aurèle et que pour lui, c'était, oui. voilà, il fallait ouais, faire la ouais. même chose, hein. Mais quelque part, est-ce que son exemple n'est pas, n'illustre pas le fait que le modèle du philosophe roi ne marchera, est condamné à échouer, en fait? Bah, oui, c'est ça, ouais, c'est que Condamné à échouer, je suis pas sûr parce que tu as le contre-exemple de Marc Aurèl, mais il est vrai que dans un contexte de développement du christianisme, oui. Mais dans un autre Ah, contexte, je peut-être. pense que ça aurait été ouais, je pense que ça aurait pu être, ça aurait marché et d'ailleurs ça a marché avec Marc Aurèl. Ceci étant dit, hem Ceci étant dit, moi ce que j'ai bien aimé, c'est la partie où est-ce qu'il instrumentalise les Juifs en leur disant: «Non mais t'inquiète pas, je vais te construire ton troisième temple, il y a pas de problème. Si vous faites chier si vous faites chier, les patriarches ou les hommes d'église, hem, il y a moyen». Bon, ils y ont pas cru, je pense que les Juifs eux-mêmes n'y avaient pas cru. Si. Non, mais en fait, il a pas eu le temps de le faire, mais il Mmh, avait vraiment ça en tête. C'est écrit noir sur blanc. Il a eu l'idée, il a envisagé. Je ouais. pense qu'il aurait commencé des travaux au moins. Et c'était surtout en dire, oui, pour décrédibiliser le christianisme surtout. Et pas tant pour et est-ce favoriser le que judaïsme, hein. Mmh. alors moi, j'ai une question là-dessus. Est-ce qu'il avait connaissance justement de ce truc, comme tu as dit du dans le judaïsme, que c'est l'arrivée du Mashiach qui fera, reconstruire C'est très le difficile à dire. Je pense pas, parce qu'il connaissait pas tant. En fait, je crois qu'il connaissait le judaïsme. Je crois, c'est même, nous croyons, parce que j'ai pas des sources cachées Oui. auxquelles personne n'a accès, mais je pense qu'il ne connaissait le judaïsme que par l'Ancien Testament. Je pense pas qu'il avait une connaissance aussi fine de l'eschatologie juive. Mais par contre, il y a un autre point, c'est que dans cette idée, à la fois pour se moquer du christianisme, mais de se dire le judaïsme est concurrent du christianisme, et surtout,
Bah, moi, je restaure les cultes, donc je restaure les temples. Le christianisme, lui, dénature les sacrifices et les temples. Les juifs, eux, pratiquent des sacrifices et ont un temple. Ils ont plus de temple, je vais leur reconstruire le temple. Il y a aussi Ouais. peut-être aussi cette idée. Mmh. Ouais, c'était plus par, ouais, pour les chrétiens que enfin, Voilà, il n'a pas fait par philosémitisme là-dessus, ouais, c'est Non, sûr, hein. oui, ouais. Il était non, je aussi pense pas. philosémite que tous les empereurs romains païens avant lui, c'est-à-dire quasiment pas, hein. Ouais, mais Mmh. c'est ça, mais justement, c'est, est-ce qu'il est critique des chrétiens plus pour, leur réappropriation de l'hellénisme ou est-ce que c'est vraiment pour le judaïsme? Ah Qu'il non, est en fait, critique, je sais pas je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais en fait, il se moque, comment dire, si les chrétiens étaient restés une secte juive, je pense qu'ils s'en seraient moqués. Et là, ah oui, ouais, OK. les chrétiens, non, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce Ouais, point-là. ouais, c'est vraiment le côté, il se réapproprie, ouais, il s'en fout Voilà. en soi du ouais, il s'en fout Les du côté, chrétiens, c'est encore une fois, il a vu, ben, comme, je vais le dire comme le manichéisme pour les défendre, mais il a vu que le christianisme, comme un peu toutes les religions, est un syncrétisme. Et le problème ouais, pour lui, c'est que c'est un syncrétisme entre l'hellénisme, c'est-à-dire des méthodes de pensée, de culture et de formation hellénistique, et le judaïsme. Et ça l'agace. ouais, Ça ouais, l'agace. Pour lui, c'est Parce que pour lui, c'est pas cohérent, en fait. C'est pour pas lui, c'est normal pas pour lui. cohérent. Je vais même Pas dire, normal. je vais faire Ouais. une anachronisme. Pour lui, c'est un monstre de Frankenstein, ce mélange. bah, surtout que oui, oui, non, mais c'est ça, mais surtout qu'à mon Il a avis, peut-être pas tort, hein. il est vraiment païen à fond et du coup, enfin, voilà, c'est ça qui le dérange, ouais. C'est vraiment ce côté, Ah oui, bah, oui, on se oui. réapproprie sa culture, ouais. Mmh. Mais c'est ça. Il a peut-être pas forcément tort, hein. En fait, Julien est un woke parce qu'on lui fait de la réappropriation culturelle et ça l'agace. Ouais. Je taquine, mais il y a un peu de ça quand même, hein. Bah, oui, ouais. J'ai envie de dire, sans être méchant, mais est-ce qu'il a pas tort? Est-ce que le christianisme, là-dessus, il a raison, c'est un syncrétisme, hein. Bah, en se Oui. plaçant d'un homme, de son époque et tout ça, en essayant de se placer, virtuellement dans son époque, on peut essayer de se projeter et de se dire: «Ouais, Et c'est même vrai que» encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Mmh mh. ouais, on s'en rend moins compte parce que c'est la culture dominante. Et dans ses racines intellectuelles et même culturelles, le christianisme, c'est un syncrétisme entre ben, un fond culturel et littéraire gréco-romain, même les évangiles, ben, ils sont écrits en grec, et ben, le Oui, judaïsme, en fait, l'héritage de l'Ancien Testament. un peu mis de côté. je sais pas, c'est comme ouais, c'est comme si imaginons, bah, je sais pas, il y a des musulmans qui arrivent et il y a un syncrétisme entre islam et christianisme. Enfin, comment on réagirait nous? Enfin, les chrétiens, comment ils réagiraient? Forcément, je pense pas que ce serait super bien vu, Pas quoi. ouf, Ouais, je sais pas. pas Ouais. ouf. Aujourd'hui, on s'en rend moins compte parce qu'il y a plus de païens comme Julien pour nous dire, mais attendez, ça va pas du tout, c'est immonde. Donc on n'a plus Mmh. d'adversaires, mais à l'époque, il Ouais. y en avait plein. Et donc voilà, ce personnage fascinant. Et je suis très content d'en parler à Zertor et à Colo aussi, parce qu'à à l'époque, il n'y avait Mmh que mh. Gilles et Yann, je crois, comme public. Donc, merci William. Tu nous écoutes Si tu nous sur écoutes, YouTube? petit ange trop tôt. Petit ange parti trop tôt. Petit ami, notre ami corse. On espère Exactement. que qu'il a calmé ses ardeurs. Oui, 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 oui. On espère aussi ouais, qu'il fait preuve de tempérance maintenant. C'est calmé. Et si Chaise nous écoute, on pense à toi également. Voilà, comme ça, la boucle est bouclée. Exactement. Dédicace à chaise. Dédicace à Ethan aussi. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. On lui souhaite bon courage. Ah bah oui, sous les bombes. Oui, 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 oui. Je ne sais pas s'il a pu rentrer, j'espère pour lui que oui. Voilà. Et oui. Mais voilà, je suis content d'avoir fait découvrir ce perso, enfin d'avoir Azertor, parce que Oui. il est connu quand même de nom, mais vaguement, parce que très souvent on le est un peu survolé, oui, Mmh mh. une réaction païenne, mais il y a un vrai fond intellectuel derrière. C'est pas juste un païen qu'on a mis C'est sur pas le juste un trône par conservatif, hasard. oui, c'est ça. Mmh. C'est pas juste un conservateur, des Ouais, dieux, du tout. des du, Il réinvente le paganisme en fait quelque part. mmh mh. Ah oui, c'est ça aussi, c'est ça qui est intéressant Il lui aussi, redonne c'est un ce second côté, souffle. Il lui redonne c'est un ce second côté, souffle. bah, c'est un doux rêveur quoi quelque part, c'est ce Oui, mais côté, Mmh. totalement. Parce qu'il invente un paganisme qui ouais, n'existe pas et qu'il ouais. aimerait voir appliqué. Oui.
Mais là aussi, parce qu'il a vu que le christianisme a aussi marché, parce que bah, dans la vieille religion gréco-romaine, et là-dessus il a raison historiquement, ben, le christianisme a pu se diffuser parce que dans les cultes gréco-romains, ben, il n'y a pas cette idée d'aide de l'autre. Elle est très marginale. Alors que dans le christianisme, ben, il y a quand même l'entraide communautaire pour les pauvres, les malades, les veuves. Et il n'y a pas ça dans les cultes traditionnels. Ouais. Et il essaye de développer ça dans le paganisme. Aussi, je ne l'ai pas vraiment mentionné, mais il essaye d'organiser le clergé païen. Alors que à l'époque, c'est beaucoup plus lâche et beaucoup plus ben, au cas par cas. Ouais, ouais, Lui, il ouais, essaye de ouais. réorganiser ça pour que ce soit plus cohérent, plus efficace. Mmh. Et pareil, ben, les païens, tous les païens, ils pouvaient voir d'un mauvais œil ces réformes un peu trop imposées du haut, Ouais, ouais. organisées. Non, mais ouais, c'est intéressant, ouais, franchement. Et ça critique aussi des cyniques. Elle est pas mal aussi. Mais c'est vrai que c'est totalement ça, hein, Diogène, tout ça, Bah c'est oui. des locumènes, mais je veux dire, Mmh. en fait, si tu lui donnais de l'argent à Diogène, il ferait, enfin, Et c'est il ce que ferait une leur dit, c'est réjouissance. ce que leur Ouais, dit Julien. Elle leur dit, mais vous aurez de l'argent, vous ouais, seriez tout aussi dégénéré, mais juste avec plus de moyens, quoi. ouais, Pour Oui, vous, c'est la logique. pauvreté, c'est pas un choix Mmh. de vie positif, c'est juste votre état d'existence parce que vous êtes des Vous punks à avez pas le chiens, quoi. choix, quoi. C'est ça. ouais. Vous C'est vrai transformez que pas c'est l'essai, en fait, pour lui. Bref. Voilà, Julien avait réfuté Saint-Denis, déjà, hein. Pardon, j'arrête. après, est-ce que les païens, enfin, est-ce que les cyniques se réclamaient vraiment d'un ascétisme et tout ça, quoi? C'est ça le truc. Pas, Je sais pas. pas vraiment, mais Ouais, pas vraiment, ouais. c'est surtout sur la pauvreté qui les attaque. Ouais, ouais. Parce qu'il y a quand même, tu sais, ce vieux trope philosophique du oui, je suis détaché du monde, donc j'ai accès à la vérité. Ouais, ouais, ouais. Je Mmh. leur dis oui, oui, mais vous, les cyniques, ça marche pas vraiment. Vous êtes détaché du Ouais. monde, mais on vous jette une 8-6 et vous courez, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ou du vin, en l'occurrence, mais Oui, oui, oui. voilà, mais dans l'idée, c'est vraiment ça, hein. Mmh. Ouais. Oui. Ah, moi, je pense que Saint-Denis est un cynique qui est dans l'erreur, hein. Oui. J'arrête de taper sur lui. Oui, voilà. Il est pas là pour se défendre. Il est pas là. Enfin, du moins, hein, voilà. Sa tête a été séparée de son corps. Voilà, donc il peut pas trop se défendre. Mais même, Je parle du vrai Samy, hein, pas Ah du non, non, nôtre, je hein. parlais D'accord. d'une autre, Ah du oui, ah serveur. ah du serveur, pardon, je Ah pensais que tu parlais oui, du vrai, moi. tu sais, le Diogène en Oui, mode punk à chien, je oui, pensais à oui, lui. oui, pardon, je pensais que tu parlais du vrai, Ah moi. non, ah Il a non, été non, non. réfuté par, OK, autant pour moi. Oh là là. non, après ce que j'allais dire, je sais plus. Vas-y, on a toute la nuit. Pas toute, mais Ah non, parce qu'après Hérode doit rentrer dans les barbelés pour aller faire une vidéo avec Billy. Il doit aller exactement, à exactement. Et c'est regardez le résultat des municipales que j'ai totalement zappé, hein. Je me Putain, suis j'avoue, permis j'ai on pas s'en parce fout. qu'on a parlé de vrais sujets à la place. Donc, Allez, le balto reprend ses bah, droits, c'est allez. Alefli qui a dû passer, mais bon. non, non, mais vas-y, Zertor, prends le temps de réfléchir, c'est mieux. Non, Oui. je sais plus ce que je voulais dire, ouais, bah, oui, ouais, c'est ça que je veux dire, c'est est-ce que dans sa manière d'agir, c'est enfin, il là aussi, je trouve il est dans la lignée, dans la tradition, on va dire, Platon, enfin, comme Socrate, quoi, le fait de se réapproprier, heu, les armes de ses ennemis, quoi, entre guillemets. Enfin, comme tu as dit avec les païens, le fait de faire un petit peu comme les chrétiens et de dire, «Bon allez maintenant, les païens on va accueillir, on va faire de l'entraide et tout ça, comme les chrétiens quoi», pour, heu, Ah oui, oui, pour oui, contrer le christianisme. totalement, totalement. Là-dessus, Il a, ça me fait il, penser aussi il a à été initié, en fait, à toute la littérature classique platonicienne par Maxime et Priscus, hein, donc il ouais, a ça en tête, hein, c'est sûr, hein. Les commentaires du Timée, il connaît bien, je pense, hein. ouais, Oui, oui, il connaît bien la OK, littérature platonicienne, hein, là-dessus, il n'y a aucun doute, hein. ouais. Bah, c'est ouais, c'est Alors, la personnage incroyable. Il était peut-être un peu mégalomaniaque vers la fin, enfin mégalomane, pardon. Mais moi, je le vois vraiment comme une espèce de, ouais, de phénix, d'astre dans le ciel. C'est un personnage presque irréel, en fait, par rapport au monde qui était le sien à l'époque. ouais, ouais. Mmh. Bah, c'est ça, ouais, vraiment incompris quoi,
Et moi, je trouve qu'il y a un côté. Alors, c'est très bizarre, ça m'y fait penser maintenant. Il y a un côté. C'est très. Non, je vais pas le dire parce que là, c'est vraiment mon Vas-y, esprit vas-y. qui divague, mais je trouve qu'il y a un côté absurde. Mais absurde presque à la Albert Camus, parce que Meursault qui un peu va tuer un arabe sans raison, là, c'est allez, je vais mourir bêtement contre un Perse parce qu'il faut que je meure, quoi. Ouais, ouais. Tu vois, tragiquement jusqu'au bout. Parce que sa mort est stupide, hein, quelque part, hein. Elle est un peu stupide. Enfin, c'est arrivé que des empereurs romains soient battus par les Perses ou meurent contre les Perses, comme Gordien III ou Valère, qui a été capturé à l'époque de Mani. Mais là, quand on connaît ce que le personnage pensait, ce qu'il vivait juste avant, les oracles, parce que je ne l'ai pas dit, mais il y a plein d'oracles qu'il aurait fait avant la campagne, qui disaient non, ne va pas contre les Perses, tu vas mourir. Il y a vraiment plein de sources païennes, même qui en parlent, qui étaient pro-Julien, qui lui disent, mais il y avait plein d'oracles, les oracles sibyllins à Rome, les sacrifices qui étaient défavorables, n'y va pas. Et il y va. Il y va quand même. Donc moi, je trouve vraiment, oui, c'est un peu ouais, la mort absurde, quoi. Bon, je crois voir ce que tu veux dire, mais ouais, comme s'il y avait une forme de détachement même par rapport à son règne et par rapport à sa vie même, quoi. C'est ça, c'est ça. Ouais, il avait une sorte de recul, ouais. C'est C'est vrai que ça. c'est ouais, Ouais, c'est un personnage, ouais, un astre, il passe, quoi. ouais. Meursault, il avait du soleil sur la caboche, il a tué un arabe. Bah, Julien, il a eu du soleil en Mésopotamie, il s'est pris un coup dans le bide. Non, mais voilà. Et le problème, c'est que c'est un peu dommage. Ce serait fantastique de trouver d'autres lettres de Julien, mais surtout, bah, il est peu connu alors que je trouve ça dommage. C'est un personnage fascinant. J'aimerais Ouais, vraiment un jour qu'on retrouve le traité en entier de Contre les Galiléens. Je pense que sa critique du christianisme, elle devait être aussi affûtée que celle des manichéens contre les autres chrétiens, quoi. ouais. OK. On le sent. Moi, je l'aime beaucoup, Julien. Je sais pas pourquoi. Je crois que j'aurais été un Julien à l'époque aussi. Oui, je crois qu'en fait, t'aurais été un proche de Julien dans Ouais. sa cour, t'aurais été un de ses éphèbes. Et par contre, c'est un vrai truc sur l'ascétisme. C'était pas, oui, je rejette les femmes, je me marie pas et je suis homosexuel. Non, non, non. Il rejetait les relations sexuelles. Ouais, La seule fois où il a été marié, bah, c'est parce que Constance l'a forcé et dès que sa femme est morte, il a rien fait d'autre, hein. Pas de bordel, d'accord. rien du tout. Ouais, bah, tu dis, il interdisait les bordels, c'est ça? Oui, oui, oui. Roi Ouais, philosophe. D'ailleurs, même des païens étaient pas vraiment, comment dire, ils avaient un peu de mal avec ça, certains païens, hein. Les chrétiens, n'en parlons pas. Ouais. Moi, je pense comment dire, un style de gouvernement à la Julien Laposta ferait beaucoup de bien à la France, hein. Voilà. bah, oui, ouais. Pour mettre un peu plus de clarté, disons-le. Quelqu'un qui Et proclame des jeunes, qui fait fermer comment dire, qui enlève les pubs vulgaires dans la rue, ouais, ouais, bah, ouais. ce Mais serait après, bien. même c'est ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu, mais c'est ça enfin la masse, faut répondre à ses bas instincts, quoi. C'est comme tu as dit, enfin, est-ce que ce serait pas aussi la démonstration que le philosophe roi, ne peut pas avoir lieu parce que, bah, enfin, il était dans son monde, quoi, le mec, malgré tout, Après, oui, il il était était dans son incompris, monde, quoi. mais il faisait beaucoup de rituels publics aussi, hein, des sacrifices à Apollon. Tu vois, il entretenait en fait cette vieille vie des dieux gréco-romains qui était un peu en train de tomber en décadence. Donc, il essayait aussi de raviver une religiosité populaire, mais ça marchait, et je pense que bah, on peut le faire dans la vraie vie, enfin, pas forcément le paganisme, mais il peut y avoir une religiosité populaire et une religiosité un peu plus intellectuelle. Après, peut-être le défaut de Julien, c'est d'avoir voulu mettre en Ouais, avant sa vision à tout prix de sa religion, et d'avoir un peu froissé tout le monde, justement. ouais, ouais. On peut pas demander à tout le monde d'être un ascète néoplatonicien qui ne mange pas de viande et qui n'a pas de relation sexuelle. Là-dessus, on est d'accord. Oui, ouais, voilà, ouais, c'est ça. Voilà. Ah, mais je suis très content d'en avoir parlé avec vous, chers amis. Ça me fait du bien. Ouais. C'est très cool, ouais. C'est vrai que c'est une période assez, on est tous obnubilés par les empereurs romains les plus connus et des fois on délaisse à tort justement, et cette conférence en est la preuve, tort certains noms, moins prestigieux.
disons-le. Oui, oui. Voilà. Et qui pourtant ont une grande importance, pas que d'un point de vue de l'histoire politique, mais aussi de la Mhm. philosophie. Parce que je rappelle que là, si on fait la filiation intellectuelle, Julien, il est lié à Jamblique. Ceux qui Ok. l'ont instruit, ce sont les disciples physiques de Jamblique. Oui, Et il a transmis leurs œuvres, il connaissait l'œuvre de Jamblique, la théurgie, donc il est lié au néoplatonisme indirectement. Et s'il avait ouais. vécu plus longtemps, il aurait sans doute publié lui-même ses propres ouvrages de philosophie néoplatonicienne. Ah, bien sûr. Bah, complètement, ouais, vu que sachant Mhm. qu'il était philosophe et tout ça, enfin, en tout cas, ouais, voilà, qu'il était vachement instruit, Il a été à bonne école, comme dirait ouais. l'autre. Ah oui, bah il a fait, en fait, il a fait la tournée des grands savants de son époque. Je pense Mhm. qu'il aurait été vivant, il aurait été voir Michel Maffesoli de nos jours, hein. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. Et Alain Et- Bonnet aussi, exactement, pour les le côté petites pubs punk, qui vont bien. pour le côté punk. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que certaines personnes se sont joints à nous, mais sont vite parties. Oui, oui, Ils sont c'est pas vrai. restés jusqu'à la fin. Je tiens à le noter, Je hein, pense si c'est une vos excuse, noms. mais un autre Oui, personnage n'en a pas, hein. Voilà. un autre personnage n'en a pas. Et à ce titre, hein, voilà. Après, je lui avais dit Il que je parlerais du il y meilleur des aura, hommes. il y aura zéro. Je lui ai Oui, spécifié en MP que ce serait pas le meilleur des hommes qu'il pensait. non, Je crois que ça l'a déçu. malheureusement, malheureusement, il y aura représailles. Voilà. Il y aura moquerie sur son meilleur des hommes. Voilà. Et puis ce meilleur des hommes est de la même, voilà, de la même race que celui qui a tué Julien, voilà, donc Exactement. Voilà. Vous faites les c'est pour ça qu'il y a des conclusions, continuités. faites les conclusions que vous trouverez, mes chers auditeurs. Exactement. Moi, je pense qu'il y a des peuples qui apportent plus de nuisances que d'autres, hein. Oui, hein, comme des criquets. Voilà. Allez, Et ça, sinon ouais, en fait, on va sinon on va pas être couper. YouTube compatible. On va couper. On va La couper. Coupe suite est sur générale. notre Patreon. Est-ce que La vous suite avez est sur notre d'autres Patreon. remarques, mes chers camarades? Je pense qu'on a Non, fait le tour, non? Ouais, on non, sent qu'on a enfin, fait le tour, je pense. Ouais, Je fais deux, trois détails et j'arrive. ouais. Je coupe le bas. Maintenant, nous allons passer à la partie balto, hein, Allez, je coupe le c'est-à-dire bot. oui. Bonne soirée à tous. Dites au Bonne revoir au soirée. public YouTube. Bonne soirée YouTube. Fantastique. Au revoir au public YouTube.